Et bonjour tout le monde, bienvenue pour un numéro un petit peu spécial, un petit peu particulier du Petit Bureau, le 46e épisode du Petit Bureau, 46 ou 47, 46 je crois, 46e épisode en matinée exceptionnellement parce qu'il y a à 18h, normalement notre horaire tous les lundis à 18h, eh bien il y a un petit France-Belgique parce que l'équipe de France de football à l'Euro a pas été foutue de battre la Pologne et donc du coup il joue à 18h et je ne voulais pas faire d'ombre à cette équipe de France et je voulais aussi regarder le match, je vais pas vous mentir. Et donc du coup, comme on est bien sûr des amateurs de rugby, mais aussi des amateurs de tous les sports et de notre équipe de France, eh bien je voulais regarder le match et donc je me suis dit je vais l'avancer. Ce qui fait que il n'y a pas Joseph puisqu'il travaille. Au moment où on l'enregistre, il est 10h34 du matin. On l'enregistre pas, on est en live sur Twitch. Vous le voyez d'ailleurs, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Pas beaucoup de logos de l'UBB d'ailleurs. Et il n'y aura pas l'ami Alex qui lui est en famille, je l'embrasse. Ah, Matnat, voilà, le logo de l'UBB. J'embrasse, il est en famille et c'est important d'être aussi avec sa famille. Et celui qui lui n'a pas de famille, il a été abandonné très tôt et il influence le rugby sur TikTok, sur Instagram, ça marche bien sur Insta d'ailleurs, sur YouTube avec Jason Caravan, pas mal de... en couple, hein, voilà, quasiment. Et bien sûr sur sa chaîne Twitch où il fait des viewing parties. Et il parle rugby tous les soirs, dès qu'il peut, dès qu'il est en live. N'hésitez pas à suivre. Récemment, c'est un peu plus complexe, mais oui, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Nogodi est avec nous, les copains. Nogodi, voilà, sur tous les réseaux. Enfin, non, il y a le réseau Twitter, il a mis Nogodi le vrai, quoi, au cas où. Mais non, c'est parce que Nogodi était pris. Mais vraiment? Mais oui. Mais c'est quoi? C'est une boîte de charcuterie? C'est quoi? J'en sais rien. Par contre, j'ai découvert hier qu'il y avait un mec qui s'appelait Negodi, un chanteur brésilien, mais une superstar. Allez! Et du coup, des fois, les gens, ils se trompent de arrobase et ils mettent Nogodi à la place de Negodi quand ils veulent parler ou identifier ce mec. Et du coup, c'est un peu... Ça explique ton succès, hein, ça explique la montée énorme. Mais la moitié de mes abonnés, ils pensent que je suis chanteur au Brésil, mais en fait... Ouais, très bien, très bien. Ah ouais, parfait, parfait. Bon, bienvenue le chat, bienvenue tout le monde. Merci voilà, à tous ceux qui ont pu se libérer hein, pour être là ce matin. On va revenir toujours sur les news du rugby. Je pense que l'émission sera un petit peu plus courte que d'habitude. Et à chaque fois que je dis ça, elle fait 2h40. Non, t'inquiète pas, Nogodi, parce que Nogodi, il est censé travailler le matin quand même. On est quand même là. Ah non, je dors là. Là, je dors jusqu'à 15h à la fin de la nuit, quoi. En vrai. Normal. En vrai, normal. T'as raison. Non, si, ouais, normalement, je bosse là. Donc on va revenir sur les news du rugby. Bien évidemment, j'avais mis le bus de la saison du top 14, mais je pense que ça je le ferai avec les autres. Mais je pourrais avoir peut-être ton bus de la saison à toi, Nogodi. Ça sera intéressant. Et on va revenir sur la finale. J'ai bien évidemment fait quelques petites palettes, voilà, un peu dégueulasses, avec du paint et tout. Et parce que les images t'appartiennent? Non, c'est des screens, voilà, je dirais images qui viennent de Canal+, bien sûr. Ok. Je monte pas de vidéo, bien sûr. Non, mais je vais envoyer un message au cas où. Ça te dérange pas, juste... Pour qu'on soit sûr qu'on fasse tout nickel, tu vois. Écoute, normalement, on fait tout bien. Normalement, on fait tout bien, on respecte. Et je peux leur envoyer des tonnes de screens de personnes qui me disent à force de regarder tes émissions, j'ai pris un abonnement Canal pour regarder le top 14. J'en ai reçu quand même quelques-uns. Je peux leur dire, les gars, on est dans le même camp. Vraiment, on est dans le même camp. Non, mais vraiment, je veux dire qu'on les a plus enrichis que autre chose. Ouais. Moi, je reçois tellement de trucs de gens qui me disent ça aussi, de gens, ouais, je me suis abonné à Canal. Je me suis réintéressé au top 14. Ouais, ou ça aussi, tu vois. Trop plaisir, trop de plaisir. Voilà. Ouais, exactement. De fait un code Nogodi, Poney 10 pour 10% sur Canal et voilà. Nicaro qui me demande si je vais parler du rugby féminin parce que les derniers matchs qui ont déterminé le tiers du Women 15, j'ai un truc sur le rugby féminin, c'est juste la qualif du Brésil là. Tu vois, tu me prends de court, mais j'ai la qualif des Brésiliennes. C'était en live d'ailleurs, ils ont streamé ça, le Brésil qui a battu la Colombie et qui donc se qualifie pour la Coupe du Monde 2025. Mais sinon, je vais pas te mentir que je suis malheureusement, voilà, les Brésiliennes qui fêtent la victoire. Let's go, bon, tu vois, devant un... Ça, c'est une qualif pour le mondial. Hein. Voilà, ça, c'est une qualif pour le mondial. Bon. Après, les Brésiliennes, elles ont galéré à maintenir leur niveau de jeu. Et franchement, GG à elles. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était vraiment une énorme tanasse pour elles, pour se qualifier, pour maintenir le niveau, etc. Et même si les Colombiennes progressent, et ben voilà, les Brésiliennes seront en Coupe du Monde 2025, Coupe du Monde en Angleterre, bien évidemment. Mais donc pour te répondre, non, j'ai pas toutes les infos. Si t'as les infos, Nicaro, avec grand plaisir, parce que alors il m'a demandé si, voilà, le tiers. Alors tu m'as dit
week-end où on a eu les derniers matchs pour déterminer le tiers du Women 15, donc Women 15, et les playoffs d'Amérique du Sud. Donc ça, playoffs d'Amérique du Sud, oui, j'avais l'œil dessus. Et en effet, j'avais l'info. Mais si t'as d'autres infos, Nicaro, franchement, avec grand plaisir. On l'a construit aussi un petit peu ensemble. Je vais pas vous mentir que mon week-end était assez chargé. Mais cool, hein. Genre, en vrai, trop cool. Mais voilà, samedi, il y avait la Coupe du Monde du vin qui a démarré. On va revenir d'ailleurs dessus. Je sais pas si t'as eu le temps de le voir, Nogodi. Les Français contre les Espagnols. Et Enfin, j'ai regardé le résumé. Ouais, non, mais de toute manière, en vrai, je pense que le résumé, ça te permet de voir un peu les choses. Je pense que c'est oui, bon. Vraiment, c'est très bien. Vraiment, c'est très très bien. Du coup, dans les news, alors attendez, dans les news un peu fraîches, on en avait parlé, mais ça, c'est officiel. Alors là, ça me fume. Ça me fume et en même temps, ça me régale. Rabah Slimani, officiel, va quitter Clermont pour rejoindre le Leinster. Bah, franchement, voilà. Bon, on le savait, hein, c'était annoncé, c'était dans les tuyaux. Mais là, ça y est, c'est officiel. Ça me fume. Moi, ça me fume et je trouve ça assez incroyable. Écoute, moi j'ai un truc, c'est que les gens, ça me fait rire parce que quand l'info a commencé à sortir, tu sais, les gens en parlent comme si le mec c'était juste un pilier de championnat. Non mais bien sûr. Et tu sais, le mec, bon, il a 60 sélections quoi, je peux dire. Non, mais le gars est monstrueux. Ou 50 ou 60, je dirais 62 même pour être, peut-être que je me trompe. Non, puis en mêlée fermée, c'est quelqu'un. C'est clairement un gars qui a posé des problèmes. On a même dit à une époque, rappelle-toi, genre, ils ont adapté la règle à Slimani, donc du coup maintenant il est pénalisé, machin, à tel point que ce gars-là a de la technique. Non, c'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et quand les gens en parlent de cette manière, t'as l'impression que le mec c'est une pipe, tu sais. Ou alors que voilà, c'est un pilier de championnat qui a fait quelques matchs, bon. Mais en fait, c'est des mecs qui peuvent être aussi hyper précieux pour un groupe. Aujourd'hui, est-ce qu'il sera titulaire indiscutable au Leinster? Je ne pense pas, tu vois. Par contre, dans une logique de groupe, je suis persuadé que c'est un joueur ultra précieux, qui est fort sur les bases, qui va traîner le groupe vers le haut, j'en suis persuadé. Et en plus de ça, un mec qui va se chercher une petite expérience à l'étranger avant de terminer, je pense que ça peut être une très bonne chose humainement aussi pour le type. Donc honnêtement... Corrigez-moi, je crois que c'est le premier Français au Leinster surtout. C'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. Alors moi j'ai joué 3 ans au Leinster. Ouais. Mais comme je suis aussi espagnol, je sais pas si ça poker. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et donc oui, en effet, c'est un échange. Enfin, c'est pas un échange, c'est 2 transferts. Mais Alala Toa, du coup, du Leinster, qui était donc l'étranger du Leinster, parce qu'au Leinster, t'as essentiellement que des Irlandais et t'as le droit à un quota d'étrangers. Et donc, du coup, il y a une place qui se libère. Il est remplacé par Slimani et Alala Toa, lui, rejoint Clermont. C'est quand même un échange de 2 piliers d'expérience. Donc, je pense que personne n'est perdant, personne n'est gagnant. Personne n'est perdant, on va le dire comme ça, c'est plus joli. Ça va être assez intéressant, quoi. Personne n'est gagnant, que des nuls. Que des peintres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est techniquement... en fait, en vrai, tu vois, au Leinster, c'était les deux sont des numéros 2. Je pense pas que Rabah Slimani dise salut Furlong, au revoir Furlong. Mais bon, ça va être alors que il était censé être numéro 1, tu vois, à Clermont, et à la Toa, je pense qu'il vient pas pour être numéro 2, tu vois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je pense pas. Enfin, en tout cas, il y aura une question un peu là-dessus, intéressante, quoi. Leinster n'arrive pas à gagner contre des clubs français, donc ils se disent qu'ils vont prendre un joueur français. Pas mal. Ça fera un titre pour lui. Je sais pas, hein, franchement, Rabah Slimani, en vrai, est-ce que le choix du Leinster, c'est un choix de titre? On se pose des questions depuis quelques années. Hein. Je sais pas, mais tu sais, c'est la petite... Après, t'es quand même plus en mesure, je pense, de gagner des titres au Leinster actuellement qu'à Clermont, ça c'est sûr. Mais est-ce que Clermont, il est de Brive. Hein. Non, je déteste pas Clermont. En plus, c'est faux parce que moi, je suis vraiment. Cette saison, non, mais attends, je vais débunker ça pour pas que les gens qui te suivent pensent ça. Non, bien sûr. Je suis plutôt du genre à être positif du côté de Clermont et dire que c'est un truc qui va prendre du temps, mais que quand ça reprendra bien, ça sera vraiment intéressant à suivre. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Et voilà. Mais c'est vrai que. Actuellement, t'es quand même plus en mesure de gagner des trucs au Leinster qu'à Clermont, tu vois. Et du coup, en vrai, ouais, peut-être qu'il va aller chercher un titre ou un truc pour la fin de sa carrière, et ça, c'est cool quand même, je trouve. Ouais. Non, évident. Choix 1000 fois raison. Slimani a 1000 fois raison d'y aller pour Sparrow. Et Situi qui dit un truc très juste, le seul truc pour Clermont, c'est que Slimani était gif et Alala Toa ne l'est pas. Bien évidemment. Dans
les changements, les annonces, etc. Bien évidemment, on est obligé de parler de Michael Hooper qui décide de prendre sa retraite. 125 sélections. Ça te place un homme, l'Australien. Il avait tenté un petit passage 7, là, on s'était dit alors peut-être. Et là, effet immédiat, arrêt de la carrière, terminé le rugby pour lui. Donc un petit peu... c'est quelqu'un quoi, c'est quelqu'un qui s'arrête, 32 ans. Faut se rappeler qu'il y a une époque où... En fait, ce qui est dingue, c'est que à l'époque où l'Australie était assez dominante dans les 10-15 dernières années, c'était quand même un des joueurs qui ressortait énormément, notamment dans la troisième ligne avec Pocock où il y avait eu des trucs vraiment intéressants. Ouais. Et c'était un joueur il faut le rappeler, peut-être certains suivaient peut-être pas le rugby à l'époque, mais on le craignait à un point de se dire que je pense que c'est l'un des mecs qui a fait améliorer le timing des soutiens au niveau international. C'est-à-dire qu'il y avait ce mec-là, tu tombais, t'étais pas dans la seconde sur le ruck, il était dans ta zone. C'est du gratteur hors pair. C'était un joueur exceptionnel là-dedans. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que je trouve que ce gars a toujours hyper bien performé, que l'Australie aille bien ou mal, tu vois. Et je trouve que ça... C'est quand même signe d'un grand joueur. Après, bon, tu fais pas 125 sélections avec une nation comme l'Australie, c'était nul, quoi. Après, le fait qu'il se blesse et tout, tu vois, il a quand même enchaîné pas mal. Et du coup, il a pas. Tu vois, il a manqué, mais tu sais, sur la fin de carrière, elle est dure, quoi. Elle est dure parce que ça enchaîne les fins de trucs. Après, ça, il faut. Quand on fait quand on regarde de manière un peu plus globale, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut se dire, ouais, bah après, quand physiquement le mec ça tient plus. Il faut pas trop le prendre en compte non plus sur le bilan global du type, tu vois, parce que 125 sélections, une des troisième lignes les plus terrifiantes du rugby moderne, j'ai envie de dire à l'époque, en sélection et tout. Non, c'est un grand joueur. Le passage à 7, à un moment, je me suis dit, tu sais pourquoi pas, c'est un profil qui peut aller. En vrai, pareil, je me suis dit, alors. Mais bon, je pense que ça va pas le faire. Il a été nommé 2 fois. Il a été nommé 2 fois dans le trophée du meilleur joueur. En 2015. Suite à la Coupe du Monde, mais bon, Dan Carter en 2015, comment tu veux lui enlever. Et en 2021. Et en 2021, c'est allé dans les mains d'Antoine Dupont, jeune joueur. Pas dégueu. Donc, surcoté aussi. Surcoté. Qu'est-ce qu'il apporte au rugby Déjà, on l'a vu ce week-end avec Toulouse, je pense qu'en vrai... Quand Graou est rentré, c'est là qu'on a vu un vrai joueur. Voilà, là, Graou, là, ça a dynamisé. Là, mine de rien, quand Graou rentre, ça met que des essais, hein, Toulouse. Bref. Non, après, quand Graou, avec le niveau de jeu qu'il a cette saison, quand ça rentre et que t'as Dupont qui t'a travaillé pendant 60 minutes, ça fait bizarre. Hein. Ça, c'est sûr. Plus que physiquement, surtout mentalement, où il a lâché. Important de parler de la santé mentale dans ce sport. Je pense que c'est l'ensemble des deux. Hein. C'est le physique qui te fait lâcher. En fait, les blessures physiques t'emmènent à aller te challenger au niveau mental. Et comme t'es dans un métier de concurrence énorme et d'exigence énorme, il faut que tu sois encore plus fort là-haut. Et c'est sûr que des fois, il faut se soigner des deux côtés, quoi. Donc c'est vrai que c'est en effet c'est dur. Santé mentale dans le sport. Après, on en parle de plus en plus. Je trouve que les gens, ils le savent. Je pense qu'il y a des gestions de groupe. Quand tu vois les anciens parler, moi, j'aime bien. Il y a eu un entretien sur YouTube, là, le Basta Show, là. Je sais pas si tu regardes Nogodi. Moi, j'aime bien regarder. Je trouve ça hyper intéressant. Il a reçu Yoann Huget et il disait, franchement, la prise de conscience de ça et comment sont traités aujourd'hui le 15 de France et tout. Et encore, je pense qu'il y a encore une marge à faire, tu vois. Mais comment ils sont traités les rugbyman pro par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est quand même quelque chose. Eux, ils étaient jetés au pilori. Ils étaient démerdez-vous. Ah ouais, tout le monde te défonce dans la presse. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois, qui est quand même un autre truc à gérer. Mais tu lisais ton canard et t'avais les mecs qui t'attrapaient ta veste aussi, quoi. Donc, tu vois, Bastaro, c'est le mec le plus à même d'en parler, quoi. Ça... Ah bah oui. Très légitime à en parler, Bastaro. Non, et puis c'est important quand même la santé, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on parle d'un joueur qui fait une carrière, mais par exemple, il y a aussi par exemple des joueurs en centre de formation qui passent pas le cap et qui se retrouvent sur le carreau après avoir fait des années de formation, tu vois. Et la santé mentale, en fait, elle intervient à tous ces moments-là, que ce soit la pression du public ou même les trucs du quotidien pour
pour un joueur, pour un sportif en voie d'être professionnel ou professionnel. Et le fait que ce soit vraiment pris en compte, j'ai envie de dire, enfin de plus en plus, même si bon, selon les entraîneurs, selon les trucs, tu peux avoir encore des discours ou quoi, un peu trop à l'ancienne parfois, mais globalement, le fait que ce soit bien et mieux considéré, ça fait quand même, je pense, une belle différence sur les joueurs, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux et compagnie. C'est clair que bon, après, toi et moi, on a tendance aussi bon, je dis pas qu'on influence le truc non plus, mais a quand même pas mal milité là-dessus, tu sais, le fait de pas dézinguer gratuitement les types. On apporte tu des vois, arguments sur le désengage. Non de mais là, quoi. on apporte des arguments. Non mais la Oui, vérité, c'est voilà. que dire qu'un joueur a fait un mauvais match, ça peut. Mais Et ça, je c'est pas pense que interdit. c'est le premier concerné, tu Non, vois, mais même un qui est au arbitre. courant. Non mais ouais, c'est possible. Mais en vrai, même un arbitre, tu Bah, peux dire qu'il moi, fait ce un que je mauvais dis, match. même ce que je dis sur les arbitres, c'est que en fait, c'est des acteurs de haut niveau. C'est des Et acteurs. tout comme ouais, des acteurs, non, pas des acteurs, mais c'est des acteurs du jeu, tu vois, de haut niveau. Bien sûr. Et qui du coup doivent être jugés comme tels. Et on peut pas dire non, on laisse tout passer, c'est pas à nous de le faire, etc. Je pense que un arbitre qui fait un mauvais match, il faut le dire. Après, en fait, ce qui change absolument tout, comme à chaque fois, c'est la manière, tu vois. Si Ouais, tu non mais. dis bah là sur ça, je comprends pas trop la décision, que c'est que ça ouvre un petit peu le débat, puis on dit ah, c'est une pipe, et il vole, il nous déteste, et Toulouse Ouais. dérange, Il est là, et l'UBB, Clermont. et voilà. Comment il peut Non, mais tu arbitrer vois, Clermont? Il bosse il chez est né Airbus, là-bas, il bosse sa chez, copine, sa troisième il bosse copine pour du une filiale collège. d'Airbus et comment dire, il arbitre Toulouse. Comment c'est possible? Non mais c'est Les fou. gars, est-ce qu'on peut croire que le gars est juste un arbitre professionnel de qualité? Ou est-ce qu'on... L'arbitre, il arrive en noir et blanc au stade, habillé en noir et blanc, il arbitre brive, tu trouves pas ça bizarre? Je trouve ça bizarre, ouais, je trouve ça en effet très bizarre. Non mais tu sais que moi je suis presque convaincu que c'est ce qui a fait que... j'ai encore oublié son nom parce que je suis une merde. Arbitre international français qui va justement aller Renan. avec Rénal, ouais. Donc c'était la dernière de Rénal, tu vois. Il aurait pu arbitrer la finale, ça aurait été cool. Bon, Rénal va donc faire, je crois, son dernier match officiel. Ce sera donc un magnifique Chili-Écosse. Ce qui est cool en vrai. Ouais, c'est bien. Mais je suis convaincu que c'est parce que à un moment donné, les mecs n'ont pas voulu non plus avoir des emmerdes parce que comme Rénal a fait 2 heures d'entraînement avec le Stade Toulousain pour les préparer contre Leinster, et bah ils se sont sans doute dit on s'évite ce genre de merde. Je pense que c'est pas le choix, tu vois. Je pense que c'est pas la Ah. raison première, mais à Oui, mon mais avis, ça peut être ça un rentre argument de. dans un petit 10% de décision en disant on va s'éviter des merdes. Je vais dire un truc, mais je pense que tu le sais déjà. En fait, il faut savoir que l'intégralité des arbitres ont déjà travaillé avec les clubs. Ah oui? Faut le savoir. Alors, ils préparent les matchs. En tout cas, non. Alors, enfin, oui. Mais en gros, ce Non. qui se passe, c'est que il y a des arbitres qui sont payés pour le faire, tu vois, qui sont professionnels. Il y en a très peu dans le top 14. La majorité, ils ont un boulot et c'est le week-end, ils ont un extra, en gros. Et du coup, ce que Laurent Cardona nous expliquait, c'est que lui, bah voilà, quand tu es payé à faire ça, tu prépares tes matchs, tu regardes. Bon, les autres aussi les préparent, mais tu as moins de temps. Et en gros, tu as des rendez-vous avec les équipes en disant, bon, bah voilà, les entraîneurs vont voir les arbitres et leur disent bah nous on aimerait ça, comment ça arbitre, est-ce qu'on a le droit de le faire? Il dit bah non, pour moi ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Il y a des rendez-vous arbitre-club parce qu'en début d'année il y a toujours des directives en disant bah là on va être plus sévère sur ça, là on va aller plus sévère sur ça, là on va... Bon, c'est rare qu'ils disent on est plus laxiste sur ça, allez-y. Il y a mais... des entraînements aussi. Hein. Et t'as Il des y a des entraînements. entraînements. Ouais, bah Mais ouais. justement, ils en parlent pas trop pour éviter ce genre de truc, tu vois. Mais en fait, c'est très bien d'avoir une collaboration entre les arbitres et les clubs et les joueurs. Parce qu'en fait, si tu te fais. Moi, ça m'est déjà arrivé à Brive notamment. Quand on fait des séances d'entraînement avec des arbitres, ils vont t'expliquer plein de trucs, tu vois, de hyper intéressants sur ce qu'ils voient. Et que en tant que joueur, tu te rends pas forcément compte des messages que tu envoies quand tu fais certaines actions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, si tu as cette attitude-là dans le ruck, tu vois, que tu arrives de cette manière, que tu fais telle chose, lui, il voit ça, il interprète ça comme ça, tu vois. Même si toi, dans ta tête, tu le voyais pas de cette manière-là. Et en fait, c'est une super manière de travailler pour que, arriver sur un terrain le week-end à très très haut niveau, toi tu sais ce que t'envoies comme message à l'arbitre si tu fais telle ou telle chose, et lui en plus avant de ça il y a eu de la sensibilisation sur le fait que si tu fais ça il risque de siffler ça, et du coup je pense que ça permet une meilleure lecture pour tout le monde, que ce soit joueur
ou arbitre de faire ce genre de trucs, de préparation et compagnie, tu vois. Après, je vais dire à tous les niveaux, tu vois, moi au niveau très amateur, t'as une réunion juste avant les matchs. Mais alors, une réunion vraiment de 4 minutes, mais voilà, l'arbitre il te dit ces points très, très importants pour lui, et les trucs, enfin, il y a une réunion avec les capitaines, point très important, c'est ça, 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 et à tous les niveaux en fait. Alors, à leur niveau, ça dure pas de 4 minutes juste avant de rentrer sur le jeu, parce qu'ils ont le temps de préparer des trucs. C'est normal, c'est niveau professionnel, c'est leur métier. Mais tu vois, genre, se mettre en accord avec un des acteurs très importants du jeu juste avant sur les points que lui veut voir, bah c'est évident. Puis en fait, ça devrait être juste logique, quoi. Ça devrait être juste logique. Donc voilà. Et je tiens à dire que Canal+, pour le coup, nous permettait de voir la finale avec 3 plans et juste les sons terrain. Incroyable. Incroyable. C'est stylé, ça, je savais pas. Donc en gros, t'avais la latérale, t'as vu la tribune, le plan large, et t'avais que le son terrain. Donc t'avais le son arbitre. Bah, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et je pense que dans le traitement, mettre encore plus de son terrain, que ce soit les micros, là, l'évolution Canal quand même de l'année, c'est le micro. Je suis pas maqué avec Canal, les gars, c'est juste que c'est les diffuseurs, donc du coup on regarde sur Canal. Hein. Et là je dis du bien de Canal, mais je suis pas maqué avec eux, c'est juste que c'est vraiment bien ce qu'ils font, je trouve. Le micro joueur sur Ward, sur Penaud, etc. Évolution de fou, quoi. Enfin, genre, moi j'ai trouvé ça trop bien. Et peut-être mettre. Micro de porter. Un micro de porter, bonheur. Bonheur, parce que ça voit, tu vois à quel point c'est un leader en fait. Tu vois à quel point c'est un leader à 20 balais. 11 ans et demi, ça gueule sur des grands-pères de famille. Mais c'est incroyable. Donc non, franchement, ça c'est vraiment cool. J'ai trouvé l'évolution. Juste, voilà, je pense que sur la transmission, faut pas hésiter à mettre un peu plus fort le son des arbitres. C'est quand même très très intéressant pour tout le monde. Parce que des fois, juste sur une action, l'arbitre il te dit non, c'est bon pour moi. Tu vois, genre les joueurs qui haranguent l'arbitre en disant hors-jeu, machin, écran et tout. L'arbitre il dit c'est bon pour moi. Bon bah ok, tu switches. Et nous, si on l'entend pas, si on voit pas, on se dit ah mais énorme faute, pourquoi il revient pas dessus. En fait, il a déjà prévenu le capitaine, donc en fait, il a prévenu tous les joueurs, donc c'est aux joueurs d'être proactifs derrière, quoi. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, et je sais qu'il y avait des diffusions en Angleterre, ils mettent très fort le micro-arbitre, tu vois, notamment. Donc, en vrai, c'est une très bonne chose à faire. Pareil, ça éteint les polémiques instantanément. Ou même si t'es pas d'accord, tu te dis putain, mais le mec il l'a analysé comme ça à tel moment, sachant que c'est quand même un truc où tu sais, c'est comme on dit tout le temps, c'est pas noir et blanc, c'est gris. Du coup, c'est de l'interprétation. Il l'a interprété comme ça directement, il donne l'info. C'est hyper clair et t'es en mode même si je suis pas forcément d'accord avec la lecture, sur le coup, tu peux pas contester le fait qu'il l'ait lu comme ça directement et que c'est. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très très bien d'avoir justement ces micro-arbitres. D'ailleurs, on est en plein euro, on peut se dire aussi sur le foot. Je pense que ça aiderait aussi beaucoup à la lecture des gens sur les gros événements comme ça en fait. Ouais, c'est bon. Bah après sur le foot, ils évoluent aussi un petit peu. Hein. Vous voulez un soin? Ouais, ça bouge un petit peu. Après, tu sais qu'en MLR, je regardais le match la dernière fois de la Nouvelle-Orléans. Et au hasard. Hein. Et qualifié ils ont qualifié pour les quarts de finale à domicile. Et le micro-arbitre était dans le stade. Alors ça c'est. Bah ça c'est à l'américaine, mais tu sais que c'est un truc qu'ils veulent mettre en place. Hein. Ouais, mais ça dans le Super Rugby, si je dis pas de bêtises, dans le Super Rugby, je crois qu'il y a explication des règles dans le stade maintenant. Peut-être que je dis une connerie, hein, les gars, confirmez-moi, mais je crois que. Corrigez-moi en tout cas, il me semble que c'est déjà en train d'être mis en place, comme en NFL exactement, l'image qu'on a. Ça doit être horrible quand t'arbitres, que tu parles et que tu t'entends putain dans le stade. Avec de la latence et tout, ça doit être un délire. NFL précurseur de micro-arbitre dans le stade. Ouais, après le rugby précurseur du caméra-arbitre et micro-arbitre quand même, tu vois, genre aussi ça, on a ça depuis très très longtemps et heureusement, et c'est très cool. Sport compliqué quoi. Donc ça c'est à peu près sur les news que moi sur lesquelles je voulais revenir. Je pense qu'on peut basculer en termes de news sur la victoire du 15 de France U20, donc les moins de 20 qui sont rentrés dans la compète de la meilleure des manières en battant l'Espagne 49-12. 7 essais à 2 pour l'équipe de France. On rappelle que donc dans la Coupe du Monde U20, l'équipe de France est avec dans sa poule, donc l'Espagne, c'est fait. La Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Donc c'est les Bleuets qui vont être rejoints par Castro Ferreira, ça se passe en Afrique du Sud. Les Bleuets qui ont dominé logiquement une équipe d'Espagne qui est issue du U20 Trophy, donc on va dire la deuxième division,
Ils se sont qualifiés l'année dernière. Leur objectif cette année, c'est de rester dans le circuit mondial, voilà, dans les plus forts. Donc en fait, les matchs les plus intéressants pour les Espagnols, là, ils s'entraînent, entre guillemets, ils se perfectionnent, ils se challengent. Mais l'idée, ça va être les matchs de classement en sortie de poule parce que tout le monde va jouer 5 matchs en fait dans cette compétition pour avoir un classement global et pour savoir qui monte et qui descend, tu vois. Et qui est champion, bien évidemment. Donc, vous avez 3 poules de 4. Les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales, plus le meilleur deuxième. Jeudi à 16h30, il y aura un France Baby Black, France Nouvelle-Zélande, qui va être, ma foi, très intéressant. C'est quelque chose. Hein. Ouais, bah, ça va être. Puis l'année dernière, on les avait un petit peu fessés, donc je pense que. Il y a une petite ambition, voilà, d'essayer de dire bon, les gars, ça va pas se passer comme ça tout le temps. Et puis, et les Néo-Zélandais, moi j'ai regardé le match contre les Gallois, c'était ma foi très sympa. Ils ont un petit neuf qui est pas mauvais du tout. Ils ont battu les Gallois 41-34, donc bonus offensif des deux côtés. Tu mets 4 essais, un truc. On est dans le style. Pas top 14, mais rugby international, tu vois. Donc c'est 4 essais, t'as un point de bonus. Et bah, en gros, ils avaient mis 1, 2, 3, 4, 5 essais pour les Baby Black. Et 1, 2, 3, 4, 5 aussi pour les Gallois. Et dans les autres résultats, vous avez l'Angleterre qui arrive avec une très forte équipe, qui a fait un très beau match aussi contre l'Argentine, mais c'était en même temps que les Français, donc du coup, moi je l'ai vu un peu en décousu. Avec, je crois, il y a un triplé de Bracken, si je dis pas de bêtises. Ouais, triplé de Bracken. Donc potentiellement un joueur à suivre. L'Australie a battu la Géorgie 35-11. L'Irlande a atomisé l'Italie 55-15. Et l'Afrique du Sud, à domicile, a étruyé un tout petit peu les Fidjiens 57-7. Ouais, non, ça picote, ça picote. Ce qui fait que vous avez pour le moment l'équipe de France qui est en tête de sa poule avec un meilleur goal average. Devant la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, l'Espagne, vous avez l'Irlande première, l'Australie deuxième, Géorgie 3, Italie 4, et vous avez Afrique du Sud première, Angleterre 2, Argentine, Fidji. Et ça va être hyper intéressant d'ailleurs de voir le Afrique du Sud-Angleterre, sincèrement. Je pense qu'il va être plutôt coton. Vous avez donc jeudi les matchs, tous les matchs sont disponibles sur rugbypass.tv ou la chaîne L'équipe, voilà, l'équipe live. Même les matchs qui ne concernent pas la France, les matchs qui concernent la France sont sur l'équipe 21, et les matchs qui ne concernent pas la France, vous pouvez les voir sur l'équipe live. Donc voilà, donc leur chaîne sur leur site internet, quoi. Et du coup, on a Angleterre-Fidji, ça devrait être facile. Pays de Galles, Espagne, je pense que normalement, si les Gallois déconnent pas et jouent au même niveau que ce qu'ils ont fait du coup samedi dernier, ça devrait passer. Irlande-Géorgie, match intéressant honnêtement. Match intéressant, normalement les Irlandais sont dessus, mais bien évidemment, mais les Géorgiens c'est quand même quelque chose. France-Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud-Argentine. Là pour le coup c'est 2 très gros matchs. Le France-Nouvelle-Zélande est à 16h30, l'Afrique du Sud-Argentine à 19h. Donc c'est jeudi. Et Australie-Italie pour finir la journée. Et enfin, les matchs d'après seront le mardi. C'est à 16h30 aussi, France-Pays de Galles. Il y aura pour finir, en espérant que les Français... en gros, on va pas se mentir, hein. Jeudi, les Français, ils jouent la première place. Ils jouent la qualif. Ouais. Ils jouent la qualif facile, quoi. Genre, t'as pensé quoi sinon du match? Eh ben écoute, moi j'étais curieux, parce qu'après un 6 nations globalement un peu pourri, tu vois, moyennasse, j'étais curieux de voir cette équipe de France. Et l'équipe de France est censée être supérieure, tu vois. Et je pense qu'il y a eu l'équipe de France brouillonne, tu vois. À la fin, tu mets 50 grains, mais bon, tu passes même pas les 50 grains. En face, en fait, tu les domines énormément devant. Et derrière, tu fais beaucoup de fautes de main. Alors, les conditions avaient l'air un petit peu laborieuses, mais bon, tu te fais quand même chahuter. Un match, tu peux pas avoir un match parfait non plus. Bon, à part peut-être en finale de top 14. Mais bon, là, ça reste des U20. C'est des mecs qui n'ont pas joué. C'est pas du rugby de club, donc forcément, les automatismes sont un peu différents. Les joueurs ont été libérés tard, un peu partout. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs, tu vois. Il y a eu pas mal d'erreurs. Il y a eu un gros turnover à la mi-temps. Tu vois, typiquement, les brivistes, à la mi-temps, ça sort. Est-ce que c'était parce qu'ils avaient déjà acquis le bonus offensif et du coup, ils se disent, bon, vas-y, on est à l'économie peut-être. Hugo Ross, plutôt bon. Vraiment, Hugo Ross, c'est très intéressant dans le match. Mais une équipe de France, on peut mieux faire, quoi. Je sais pas ce que les gens en ont pensé, mais voilà, quoi.
Ah, moi, celui-là, comme je t'ai dit, j'ai vu que le résumé perso. Donc, tu sais, quand tu regardes le résumé et que tu vois l'équipe que tu suis scorer, tu te dis, oh, bah ça va en fait. Mais en fait, le contenu d'un match, c'est pas que ça. C'est pour ça que je m'exprime pas trop dessus parce que j'ai regardé que ça. Mais c'est surtout en fait le niveau des Espagnols que j'arrive pas à... Et comme le dit X, il dit très grosse mêlée, mais ouais, mais si surtout les Espagnols sont nuls en mêlée. Non, non. En gros, moi, j'avais donc un journaliste espagnol qui s'appelle Narcisse qui suit forcément le rugby espagnol et le rugby, on va dire, tiers 2. Et il me dit, bah non, les Espagnols sont en reconstruction. Et il m'avait dit avant le match, il me dit, franchement, si on n'en prend pas 80, c'est très bien. On a des bons joueurs, mais votre charnière par rapport à notre charnière et votre première ligne par rapport à notre première ligne, c'est des enfants qui ont des adultes. Et donc, du coup, ça s'est vu, tu vois. Genre, la première ligne espagnole, c'est vraiment trop gentillet par rapport à ce qu'on a. Ou des mecs quasiment équipés pour Massa, le mec de Grenoble, tu vois, Lino Julien et Awad. Bon, bah, voilà, c'est des mecs. Qui a déjà un titre en plus. Ouais, c'est des mecs qui sont solides, quoi. Julien. Il a un titre? Ah, bah oui, champion du monde du vin. Ah oui, pardon. J'étais en mode, mais attends, il a fait quoi? Ouais, mais je veux dire, il est de retour dans la compète, du coup, il a l'expérience. Ouais, bien sûr. Et non, c'est sûr. En fait, c'est un match un peu frustrant parce que les Français ont pas mal balancé les ballons. Tu sais, genre, il y a eu cette envie de trop d'offload. Tu vois, l'offload c'est bien, mais il y a des moments, il faut savoir fixer aussi. Alors, il y a cette règle, hein, bien sûr, l'école de la Placienne en France, où on veut du rugby de mouvement et on dit qu'un joueur au sol, enfin, si le ballon est arrêté, bah, du coup, c'est une action qui est ratée. J'aime bien hein, ce principe, hein, il est hyper bien et c'est bien de le développer chez les jeunes parce que ça fait des mecs avec une énorme caisse qui se proposent beaucoup. Mais là, j'ai trouvé que par moment, il faut être aussi un peu plus pragmatique. Mais on va pas leur taper dessus, c'est un premier match. Ils étaient dominants. Attention juste à l'arrogance. Tu vois, quand tu domines, quand tu es jeune, attention à pas basculer là-dedans. Boss Morin, il a fait un match, il était partout, il allait chercher du travail partout. Peut-être presque, limite, il en faisait trop. Tu vois, dans mon chat, il énervait les gens. Moi, j'ai trouvé le match de Boss Morin trop stylé, mais genre, il énervait les gens. Il en faisait trop, tu vois, pour beaucoup. Mais bon, écoute, ils ont quand même planté 8 essais. T'es en mode, bon, ça va, quoi. Tu vois. Oui, ça va, ça va. En mode, ça va le faire. 7 essais, pardon, mais bon, tu te dis, bon, c'est cool. Et moi, je trouve qu'il y a, pour finir, je dirais qu'il y a eu assez d'erreurs pour pas se prendre trop au sérieux et prendre justement le match par le bon bout contre les Baby Black, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà. Et avis sur les nouvelles règles, c'est vrai, les nouvelles règles, alors c'est hyper intéressant. Donc il y a toutes ces nouvelles règles. Il y a celle du 9 et compagnie, là, c'est ça? Alors le 9 qui a pas le droit de suivre la mêlée, qui a pas le droit, le relayeur qui a pas le droit d'être chargé. Vous avez les règles des touches, où moi je suis assez curieux. Tu sais, si une touche n'est pas contestée, elle peut ne pas être droite ou pas droite, on s'en branle. Mais en fait, en vrai, pour le moment, j'ai pas vu de lanceur faire n'importe quoi et l'envoyer chez le 9, quoi, directement, tu vois. En se disant, bon là, ils vont pas contester, je prends un pari. J'ai l'impression que c'est globalement, j'envoie la balle, et si elle est pas contestée et qu'elle est un peu plus sur mon couloir, allez, les gars, on n'est pas là pour vous mettre... C'est pour limiter les coups de sifflet, tu vois. J'ai pas vu encore de vis là-dessus. Bien sûr. Et par contre... T'imagines que toi, tu penses qu'à un moment, si jamais tu sais qu'en face, ça va pas contester, ça va tenter des trucs improbables. je me demande si tu peux l'envoyer au niveau du 9, du coup. Ouais, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y a une limite, hein, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vu la tolérance. Directement pour le 10. Chut. Et 5 secondes un peu plus pénalisées. Ouais, alors du coup, les use it, en gros, tu sais, ils veulent limiter le human centipede, là, quand tout le monde se met en colonne, là, machin, hein. Mais en fait, au use it, faut jouer. Et il y a vraiment 5 secondes. En fait, ça, c'est juste une règle qui existait déjà, qui est un peu plus appliquée. Pour, en gros, mettre un peu plus en danger. Et, autre règle très intéressante, c'est la loi Dupont, là, comme on l'a dit. C'est terminé. Il n'y a plus de règles où, quand tu reçois un coup de pied, la défense a le droit de pas bouger. Tu es obligé de te replier. Quand il y a un coup de pied, par exemple, qui est tapé, voilà, tu as des coups de pied d'occupation. Le buteur, il est derrière toi. Tu es obligé de te replier. Et tu peux avancer qu'à partir du moment où tu es dépassé par le buteur ou un mec au niveau du buteur. Tu peux plus, genre, charger à partir du moment où le gars fait 5 mètres avec la balle, une passe ou un coup de pied. Donc, et ça, du coup, ça favorise quand même le jeu. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ah, ça ouvre les relances, je pense, surtout. Ça ouvre un peu plus de relance. Maintenant, voir une différence dans le circuit U20 où c'est déjà... c'est des jeunes qui cavalent. Du coup, c'est des jeunes qui aiment bien relancer. Du coup, ça quand Tameifuna, il aura 50 minutes dans les jambes, on va voir. Voilà, pour le moment, je vois pas une grande
J'ai pas compris le sujet du 9. Alors en gros, sur une introduction en mêlée, le 9 peut plus. Le 9 adverse, le 9 défensif, il a sa ligne de hors-jeu, elle est au milieu de la mêlée, donc il peut plus. En gros, il peut plus suivre le 9. Moi, je trouve que c'est dommage parce que c'était quand même. En ayant joué 9, c'est quand même un moment où t'adores marcher sur les talons du gars et t'adores le suivre et l'emmerder au moment de sa passe. Là, il y aura une certaine liberté. On voit de plus en plus, de toute manière, des 8 qui relayent pour leurs 9 qui se mettent en position de 10 pour d'ores et déjà mettre un temps d'avance à l'attaque. Bon, bah là, ça va être open bar à ce niveau-là. Donc voilà. Et, recruter des 8 qui ont des bonnes mains parce que ça va être que ça. Et puis voilà, sur les règles, je crois avoir à peu près. Ah ouais, le carton rouge de 20 minutes, ouais. Le carton rouge de 20 minutes, exact. Ça fait un moment que je le vois du coup en MLR. Bon, c'est bien, mais. Moi, je suis contre. Moi, je trouve que ça nique. Ouais, non, je dis c'est bien pour dire. Voilà. Ouais, j'ai compris. T'as fait une moue pas possible. Non, écoute, tu vas arracher la tête d'un type, tu sors 20 minutes, on te remplace, bah c'est nul quoi. Ouais, et toi t'es sorti, mais ton équipe joue à 15 quoi. Ouais, c'est ça, mais ça doit rester la sanction ultime qui est là pour un geste qui n'a rien à faire ou un truc qui n'a rien à faire dans un match, tout simplement. Si tu ne respectes pas ça, tu sors, c'est terminé. Et ça doit justement rester comme l'épée de Damoclès, le truc qui fait peur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le chat, j'ai pas vu, parce que j'ai pas pu voir tous les matchs. Situi et d'autres disent le carton rouge de 20 minutes, apparemment ça a bien servi aux Australiens qui sont revenus à 15 alors qu'ils étaient pas bien du tout contre les Géorgiens. Ouais, ça va. Déjà les Géorgiens sont intéressants, on l'a vu. Mais ouais, les U20 Géorgiens, et bah, ils nous ont battus en match. Non, c'est les U18 qui nous ont battus, mais pas les U20 non plus. Contre nos U20 développement. Ah peut-être, je sais pas. T'as peut-être raison. Franchement, t'as peut-être raison. Mais en effet, en Géorgie, ça bosse. Mais ouais, non, mais ça veut dire qu'ils ont beaucoup de joueurs qui commencent à arriver. Oui, c'est sûr que là, le carton rouge, bah, tu vois, typiquement, t'es australien, bah, tu manques de maîtrise face à la Géorgie. Bah écoute, tu te fais punir, c'est tout, tu vois. Enfin, là, on te réoffre. En fait, ils veulent pas tuer les matchs, mais sauf que, en fait, en ne tuant pas les matchs, bah, tu les tues un peu d'une autre manière. C'est ça que je trouve, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'équipe qui est censée être au-dessus, là, par exemple, manque de maîtrise. Elle fait une erreur qui doit coûter un carton, et au final, ça lui coûte pas si cher que ça. C'est dur. C'est dur. Bon, après, aussi, parce qu'on aime bien que les Géorgiens progressent, tu vois. Mais après, c'est vrai que. Oui, il y a ça aussi. Oui, je pense qu'on est forcément influencé par ça. Mais ouais, après, on n'aime pas. On verra, hein, tu sais, si. Non, mais je crois qu'en vrai, même si ça arrive à l'équipe de France, là, contre les Baby Blacks, je serais quand même dégoûté. Je suis en mode, pour moi, c'est pas le rugby, quoi. Tu vois, t'arraches la tête d'un mec. Ouais, tu prends rouge, ciao, mec. À un moment donné, ciao, quoi. Ouais, ça j'ai du mal, mais vraiment il y a cette volonté de garder le spectateur du début à la fin du match. Ouais. Et la rétention d'audience. Alors à signaler, la Real l'année dernière lors de la Coupe du Monde, c'était déjà en Afrique du Sud, était dramatique parce que c'était ultra zoomé, on n'en pouvait plus. C'est ignoble. Et bien là, ça va. Franchement, ça va. Je sais pas ce que vous en avez pensé le chat, mais moi j'ai trouvé que la Real là, pour le coup, pour les U20, c'était très cool. J'ai aucun souci là-dessus. Moi j'ai trouvé ça très bien perso, donc alors que vraiment c'était dérangeant l'année dernière. Là cette année c'est ok. Merci bien sûr pour les subs les copains, bien évidemment. Un geste à l'avoir dit par exemple, et les gars peuvent revenir à 15, je trouve ça terrible comme message. Ouais, de toute façon, peu importe en fait. Quand il y a rouge, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Donc peu importe en fait. Peu importe. Donc voilà, pour les U20, prochain match. Jeudi 16h30 contre la Nouvelle-Zélande. Moi je le ferai en viewing party. Si t'es chaud, Nogodi, je te le dis. En vrai, c'est jeudi 16h30 quoi. Non. Ok. Allez. Non. On continue, on avance. Aïe, des mots durs. J'aime trop. L'ambiance est délétère. Faut savoir que ça, c'est vraiment nos échanges WhatsApp et Instagram qui sont merveilleux. Dès que Nogodi met une story, je lui chie dessus. Et dès que je mets une story, il me chie dessus, pareil. Non, l'ambiance, le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Mais là, ça va. J'ai été repris pour l'émission. J'ai repris le maillot de bon matin. C'était pas prévu. On m'a prévenu 1 heure avant le match. J'étais 24e en fait sur la feuille de match. C'est vrai. Numéro 26, normalement, le maillot est pas floqué. Le maillot est pas floqué, voilà. C'est pour ça que j'ai un t-shirt tout blanc, pas petit bureau ou quoi. Donc bon, mais écoutez, j'essaie de m'adapter quand même. Je crois qu'on n'aura jamais l'arbitrage parfait. En vrai, l'arbitrage parfait dépend des gens. Donc l'arbitrage parfait existe pas.
Ouais. C'est ça qui est marrant. Les Français, cette fois, l'équipe 1, le 15 de France est en Argentine. Je vous invite à suivre 2-3 comptes Instagram d'ailleurs qui sont délicieux du staff du 15 de France parce que tu les vois en Argentine. Il y a eu une interview assez intéressante de Lester Etienne justement sur les conditions au niveau de l'Argentine. C'est que c'est un pays en mouvement, pour le dire joliment. Oui, c'est presque roman, c'est ce que tu viens de Non, dire. mais en fait, moi je prends toujours des pincettes parce que entre les infos qu'on reçoit oui, bien sûr. et les infos réelles, tu vois, genre moi je me rappelle des émeutes en France, je voyais les news de certains amis outre-Atlantique, ils avaient l'impression que c'était une guerre civile dans tout le pays. Guérilla, ouais, alors c'était une petite guérilla, il y avait des zones en effet pas ouf, mais enfin tu vois, genre 2 poids 2 mesures. Tu vois ce que je veux dire entre ouais, voilà. Bien sûr, Bon là j'ai pris un argument un peu tiré par les cheveux, mais bon non, voilà, je comprends l'idée. on sait qu'en Argentine il y a de gros mouvements de contestation contre le. Tu veux pas te mouiller quoi en vrai. Tu veux pas te mouiller. Parce qu'on sent que le gouvernement argentin et toi, il y a des liens qui sont un peu. Mais je vais dire la vérité. Rentrer dans les détails, mais on sent qu'il y a des trucs quoi. La vérité c'est que j'ai des connaissances en Uruguay et en Argentine avec qui je suis resté en contact. Je peux dire que c'est des amis, c'est un peu fort, mais pour moi c'est quand même des belles rencontres et voilà. Et en effet, moi ils me disent que ça va, tu vois. Ils me disent ah bon. Ouais. Donc tu vois, c'est toujours. C'est juste que. Après, bien évidemment, tu m'as lancé sur le 2 poids 2 mesures et machin en se chambre. Hein. Mais c'est juste que quand tu maîtrises pas un sujet, je préfère prendre des pincettes, quoi. Tout simplement, et mettre de la nuance, quoi. Bien évidemment. Et le rugby dans tout ça. Et le rugby. Alors, les Bleus, du coup, les Bleus, il y a eu 2 entraînements. Un entraînement où Georges-Henri Colombe est sorti blessé. Quoi? C'est le drame. Non, en fait, ça va bien. Blessure à la tête, mais apparemment, c'est impeccable. De toute façon, je vais te dire, pour un pilier, une blessure à la tête. Est-ce qu'il le remarque vraiment quand t'es pilier? T'as la tête en sang. Regarde Aldeguerri. Aldeguerri en demi. Il a la tête en sang pendant une demi-heure. Mola lui dit bon, tu fais chier, mais un casque. Mais ça va très bien, coach. Il a la gueule en vrac. On a une compo probable contre l'Argentine et je vais te faire réagir là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? On aurait je l'ai donc. pas vu la compo probable. Je vais te dire. Je vais la découvrir en direct. Gros Barlow, Georges-Henri Colombe, première ligne. Oradou Pessanti, deuxième ligne. Cancorier, Joseph Gégou, troisième ligne. La charnière, Baptiste Serin, associé à Antoine Astoy. Enfin à sa place. Enfin à sa place, la team Serin dans le chat. Hashtag Serin le plus fort, le plus beau. Hashtag mais où est Couillou? Mais oui. Hashtag et pourquoi pas Jono? On va y revenir. Sur les ailes, Lester Etienne, Atisogbe. En 12, Frisch, qu'on a envie de voir. Hein, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils l'ont pas vu avec le Munster, etc. Voilà, tu le vois pas jouer, tu te dis, attends, vous parlez de mec, on le fait venir, il peut jouer avec l'Irlande, on le ramène, il y a 28 balais, on l'a jamais vu. Et ben on va le voir. Et Gaëton en 13. Et à l'arrière, Léo Barré. Donc ça, c'est l'équipe pressentie. Premier truc qui te vient quand tu vois la compo pressentie. Tu viens de me l'enlever sous les yeux, donc je dois la redire. Ah, pardon, vas-y, je te la remets si tu veux. Je te la remets. Bah écoute, en vrai, moi, je suis... Après, j'ai ce truc où moi je trouve que les tournées où on a plein de nouveaux joueurs, c'est incroyable. C'est presque limite, des fois, je suis plus hypé que certains gros matchs des Bleus classiques où tu connais déjà les compos parce que tu sais, t'as hâte de découvrir ce que le mec il va pouvoir donner au niveau inter. Moi, c'est Oradou que je trouve exceptionnel depuis le début de saison, de maturité sur un poste qui en demande énormément d'expérience et de maturité. Je suis hyper hype de les voir. Sur les premières lignes, bon, il y a des joueurs qu'on a déjà vus. Barlow, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aussi, pareil, le niveau d'intensité et tout ce qu'il va pouvoir mettre en place. Mais je suis moins hype pour les premières lignes globalement, parce que c'est aussi des sujets que je maîtrise moins, tu vois. Cancorier, bon, ça... j'ai envie de dire, c'est aussi ça récompense un des mecs qui a su un peu sortir son épingle du jeu dans un groupe qui a parfois été en difficulté. Meilleur recrue de l'année, franchement. Ah bah ouais, c'est clair. Franchement, honnêtement, saison de ouf. Ah bah et c'est comme je dis, c'est un des mecs qui a vraiment su être à chaque fois au niveau de l'événement, en termes d'intensité, d'activité, c'est du très très haut niveau ce qu'il a proposé. Donc très content de pouvoir le voir. Gégou qui a montré notamment sur la fin de saison que il pouvait évoluer à très très haut niveau. Il reste ultra jeune, donc très cool de pouvoir le voir là. Joseph,
C'est pas forcément moi le profil, je me dis ouais il nous le faut absolument en bleu, tu vois, d'instinct, mais pareil, hâte de voir s'il va pouvoir se monter le curseur pour ce type de match. Moi la charnière, je suis trop content. La charnière, je suis Ouais, trop la charnière, content. elle est solide, hein. Ah ouais pour bah en fait Astoy, quand il a pu enchaîner un peu en fin de saison en 10, bah ça allait mieux quand même que ce qu'il a traîné après la Coupe du Monde. Serein, bah, de pouvoir le revoir enfin aussi, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup d'adorateurs qui vont pouvoir enfin profiter de lui. Euh, Au centre, pareil, ce que tu as dit, moi c'est. Alors Frisch c'est cool, etc. Très bien. Moi c'est surtout Gaëton. Emilien Gaëton qui a enfin, enfin, peut-être enfin la possibilité de retrouver ce maillot bleu parce qu'on l'avait vu au final très brièvement, hein. Et après il avait même pas fait Bah, il s'était fait passer la devant par deux porteurs sur la forme du avec- moment. ouais c'est ça et même après il y a eu le truc sur la Coupe du Monde déjà à l'époque, Ouais, à ouais, non, mais bien sûr, bien l'ancienne. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc pouvoir le revoir, etc., je pense qu'il peut nous Enfin, surprendre. c'est même pas fait Euh, passer devant par deux porteurs. C'est que deux porteurs, sa capacité de jouer 12 a plus ah bah au. oui, ça a tout changé. Et, et du coup, il cherchait pas un 13, quoi. Et donc, du coup, bah, Gaëton. Mais là, le fait de voir Frisch 12, j'espère que Galtier a vu le match des Barbarians et de revoir Ficou 12, quoi. Vraiment, je pense que Frisch 12, c'est très intéressant. Mais tu vois, ça va mettre une concu. Et ça va mettre un autre profil. Frisch, c'est pas du tout le profil de Danty, hein. On est plus sur un 13 qui peut jouer 12. Un bon manipulateur de ballon, bon défenseur. Mais un mec plutôt rapide, quoi, tu vois. Enfin, Mm. un mec qui fait des différences, je veux dire. C'est pas un bulldozer qui fait point de fixation. Donc, du coup, on a un centre du terrain qui est dangereux, je trouve, et qui est intéressant Ouais. là-dessus. Alors, qui peut prendre, bien sûr, le centre. C'est pas non plus. Ouais, c'est pas Danty, quoi, mais ça peut quand même prendre le centre. Donc, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette paire de centres. Je trouve que la charnière, c'est XP, c'est celle qui a le plus d'XP. On rappelle, après, derrière, vous avez Couillou et Jono. Bah, moi, je vais vous dire, en tant que neuf, franchement, il peut mettre qui il veut. C'est un bon choix. Ouais, là, en vrai, il n'y a pas de mauvais choix sur ce poste-là Serein, actuellement. Couillou, Jono, c'est quoi qu'il du bon choix. Mais je vais être curieux de savoir qui ne joue pas, tu vois. Parce que, donc, on rappelle qu'il y Ouais, a 3 matchs, 2 contre l'Argentine, c'est un vrai. contre l'Uruguay. Je vais être curieux de voir qui joue pas. Après, il y a Tisogbe aussi. Là, j'ai tellement hâte de le voir. Je suis persuadé que ça va être un des mecs qui risque de crever l'écran. Alors, j'espère pas manger un karma monumental et qu'on me dise, ben non, tu vois, il a pas fait un bon match. Alors que tu Non. disais qu'il allait faire un bon match. Non, et je pense que tu sais, j'ai un peu autour d'Atisogbe une hype à la Thomas à l'époque où il avait commencé un peu avec les Bleus. Où tu sais, on savait que c'était un mec qui pouvait faire de très grosses différences, beaucoup de vitesse, des grosses capacités sur les duels. Et ben j'ai un peu la sensation que les gens le savent, mais que ça va vraiment nous sauter aux yeux en bleu et qu'on va le voir à travers cette tournée-là. C'est vraiment l'idée et la hype que j'ai autour d'Atisogbe. Donc j'espère ne pas me tromper déjà. Ouais, Et Tsogbe, je te rejoins de 200%. Moi, j'aurais aimé. Alors, je vais pas faire un délit de faciès, tu vois, mais les Stérétiens, pour moi, je vois pas ce qu'il faut en équipe de France. J'aime beaucoup le gars. Enfin, j'aime beaucoup le gars. Je trouve qu'il a il est hyper vous chiant mangez à. ensemble tous les midis en plus. Donc. Bon, moi, j'en sens tous les midis. Non, mais je le trouve très chiant à plaquer, tu vois. Je vois des atouts pour le top 14, mais j'ai l'impression que là, bon, c'est parce que, je sais pas, il était dispo et il lui fallait des ailiers. Mais tu vois, genre, je comprends pas pourquoi il met pas Hule à Tissogbe, quoi. Moi, Hule, pour moi, c'est un X-Factor. Il est vraiment très fort. Il élimine très très bien. Tissogbe, pareil. J'aurais préféré. Après, c'est un autre style. Et peut-être Ouais, c'est deux qu'avoir ailiers deux droits. styles différents, c'est pas. Ouais, ouais, il est plutôt ailier droit, Hule, et Tissogbe, pareil. Mais bon, voilà. Et il y a aussi un autre choix hein, qui est très fort. Hein. Barré officiellement devant Jaminet, quoi. Tu vois, moi, je trouve que c'est un choix Ouais. très fort parce que là, t'as pas de buteur à 90% là, sur le terrain. T'as Stoy. Non, alors buteur à 90%, oui et non, mais je pense qu'il aime. En fait, Galtier, il veut son deuxième 10 sur le terrain. C'est Ouais. le message, je pense, le plus clair avec l'époque, la manière dont a été traité Ramos, là, la manière dont Barré commence à intégrer le groupe, la manière dont il est utilisé. Ouais, c'est qu'il veut son deuxième 10 sur le terrain, ce que je comprends, ce que j'entends, ce qui annonce aussi probablement un 6-2, d'ailleurs.
de la part des, Bah, de la part des en Bleus. vrai, il a déjà Tisogbe qui peut passer à l'arrière. C'est ça. Donc Barret qui peut honnêtement, glisser centre 10. s'il met un Vincent, s'il met un... attends, il avait qui qui est parti avec lui là? Attends, je vais regarder. Tac, 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 tac. Ouais, t'as Dari Carrère qui peut faire 12-13 aussi. Ah ouais, Léon Darica, ouais, complètement. Il a Favre aussi. Hein. En vrai, Vincent, Favre, Dari Carrère, les trois peuvent jouer. Aussi, c'est clair. Les trois peuvent jouer 12, 13, 14, 15 quoi. 12, 13, 14 pardon. À l'arrière, tu peux faire glisser à Tisogbe. Ouais, je pense qu'il y a un monde où il met que Couillou, Dari Carrère, Couillou, Favre, Couillou, Vincent quoi, tu vois. Et en effet, t'as un 6-2. Hein. Ouais, je pense que c'est ce vers quoi on tend, ouais. Si. Et bon, déjà, Galtier aime beaucoup ça, et la présence de Barret le confirme, je pense, à la place d'un Jaminet, justement. Après, oui, c'est vrai que pour le pied, bah, ce sera Astoy, je pense. Moi, je pense. Hein. Écoute, en vrai, je suis tellement curieux ces matchs-là. Il y a juste peu senti, moi, si Tulagi est là, je vois pas pourquoi tu mets pas Tulagi. Et après, derrière, Colombe-Barlogros, c'est ok. Moi, j'aimerais bien voir Beria en 2, tu vois, en entrée. Parce qu'il a du gaz et tout, ça va être intéressant. Puis ça va faire attention, l'Argentine en face, il prépare le Rugby Championship. C'est pas une tournée contre l'équipe de France, ils veulent s'imposer. Non, ils veulent la jouer. Hein. Ça va être épais. Et du coup, notre troisième ligne, je la trouve extrêmement mobile et je la trouve très bien équilibrée. Ouais, on a un aspect défensif avec Cancorier, puissant avec Joseph et manipulateur de ballon offensif avec Gégou. J'aime beaucoup c'est aussi pour ça que je trouve que la présence de Pesanti est quand même importante, parce qu'on a quand même un profil hyper charbonneur dans les rucks, alors qu'on a quand même une troisième ligne qui, certes, sait faire le café et compagnie, mais qui est aussi pas mal joueuse, tu vois. Donc avoir un mec capable de juste casser la gueule à les mecs, putain, le français du type, casser la gueule au type. Et on retrouve nos godis dans la maison, bien sûr, en pavillon Baltard, let's go. Non, mais même pas. Secret Story, quel est son secret? Non, voilà, d'avoir ce profil-là capable juste de te mettre un gros impact physique. Alors j'espère que... moi, j'adore Pesanti, vraiment, c'est un profil que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il te coûte pas mal de points, tu vois. Moi, je vais encore plus loin, je comprends pas ce qu'il fait là. Voilà, putain. Pardon, alors, je l'aurais pas mis comme ça en bleu, tu vois, s'il y a tous les mecs parce qu'il est dispo et tout, ok, d'accord, mais tu vois, genre Pesanti, vraiment, pour moi, dernière chance. Ouais, sincèrement, je suis un peu dur, mais les mecs du Stade français, Joris Second, certains mecs du Stade français, attention, pas tous, mais vraiment, Joris Second, Pesanti, et l'Estérétien, je comprends pas. Briat, je comprends. Franchement, je comprends. Moi, Second, Etienne, je te rejoins. Bon, Briat, oui, je comprends aussi. Pesanti, moi, je l'aurais testé. En fait, c'est le niveau de puissance et d'intensité qui peut amener dans les matchs. Enfin, putain, oui, dans les matchs, c'est bon, j'ai l'impression de pas pouvoir. Je suis fatigué, t'es bien, t'inquiète. Allez, bonne soirée tout le monde. Non, le mec qui se barre, tu sais. Non, moi j'aime beaucoup cette puissance, etc. Alors il manque de maîtrise, je trouve qu'il fait des fautes et compagnie, mais il est capable de taper très fort, de faire très mal dans les rucks. Et je pense que c'est un truc qui peut faire du bien à côté de joueurs qui ont plus de, justement, cette maîtrise-là. Moi, je suis content de le voir. C'est vraiment, en plus, c'est un très bon plaqueur. On oublie trop que c'est un mec qui est capable de te faire 15 plaquages dans un match. Donc bon. Moi, je suis content de le voir. Toi, Irigoyen à la place de Briat. Non, en vrai, Briat, franchement, il mérite. Il fait une saison de ouf quand même. C'est quelqu'un. Et puis il chante super bien, Christophe Mahé. Donc en vrai, t'as vu l'image? Oui, j'ai vu. Ouais. Non, en vrai, c'est très très cool. Et Briat, vraiment, je trouve ça mérité. Mais après, bon, bah voilà, fallait bien faire une sélection et tout. Et en 10, on m'a demandé, genre dans le chat, qui tu mets. Bah en vrai, Lebrun ou Reus, hein, moi franchement, j'appelle les deux jeunes. Hein. Alors oui, vous allez me dire, mais tu dépouilles les U20. Ouais, bah ouais. Vraiment, oui. Il faut vraiment se décrocher de cette idée que le titre U20, c'est... vraiment, non mais c'est surtout que Desperes il peut tenir la baraque sans aucun problème, tu vois. Oui, non mais complètement. Donc et comme ça tu laisses faire tes 15 et t'es pas avec un casse-tête de attends, faut que je mette mes 3 joueurs techniques, tu vois, genre t'es en mode bon. Non mais c'est clair. Donc voilà. Bon, en tout cas pour les Bleus, hâte de voir le match.
Les matchs de l'équipe de France, c'est là. Donc ça sera sur Canal+, les copains, à 21h samedi. Canal+, et vous aurez le match contre l'Uruguay mercredi 10 juillet à 19h sur la chaîne L'équipe. Et enfin, le dernier match de la tournée, Argentine-France, samedi 13 juillet à 21h sur Canal+. Voilà pour le volet équipe de France. On bascule sur la finale. Ah, c'est parti. Allez. Alors on reviendra donc sur le débrief voilà, de la finale. Voilà, la finale du top 14 qui a vu la victoire des Toulousains 59 à... Il y a eu combien 59 à 3. À 3, ouais c'est ça. 59 à 3, une finale à sens unique. Des Toulousains qui ont célébré leur 23e titre, donc bravo. En effet... bon, mérité quoi. De toute manière, mérité. L'équipe la plus forte de la saison. Il n'y a pas de. Non, c'est clair. Moi, ce qui m'a un peu sauté aux yeux, au-delà de la domination nette des Toulousains, j'ai trouvé bon, c'est le cas de tout le monde, hein, les Bordelais très fatigués. Au bout de 10 minutes, Coleman, il se relevait en 15 secondes, il se plaçait en marchant, en regardant le sol comme ça. Alors que tu sais, tu te disais, bon, allez, les mecs, accrochez-vous un peu et essayez de faire un truc. En fait, c'est physiquement, ils ont tous pêché en même temps. Et quand Toulouse est capable de mettre le niveau d'intensité qu'ils ont mis sur le début de ce match avec directement, ils dominaient toutes les collisions, ou directement, ça tapait très fort, il y avait des soutiens. Je suis pas d'accord avec tout ça, mais... Ah ouais? En fait, je suis un peu d'accord et en fait, je trouve que c'est un peu facile de dire qu'ils étaient déjà fatigués. Je pense que vraiment, c'est Toulouse qui les a fatigués très vite. C'est Toulouse qui les a éteints très vite. Sûr. Et ça, non, mais ça, bien sûr. En gros, il y a trop de... Non, mais ils étaient crevés. Non, mais pourquoi ils étaient crevés? Moi, je trouve que... Bon, après... Moi j'ai fait pas mal de trucs sur les 20 premières minutes qui sont pour moi, le moment où il y a des matchs. Et à partir de l'essai magnifique de Dupont, pour moi, c'est terminé. À 22-3, c'est fini, il n'y a plus match. Tu vois. Ouais, après, est-ce qu'en 20 minutes, tu mets physiquement une équipe de ce niveau-là au fond? Alors oui, par ton jeu, tu peux quand même les mettre mal. Mais de là, est-ce qu'en 20 minutes, les mecs soient tannés au point de ne pas pouvoir se relever? Bon, il y avait quand même une énorme base de fatigue, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la base de fatigue fait qu'à la fin, t'exploses. Je pense que t'as fait comme moi des matchs de rugby et tu sais qu'à un moment donné, quand tu lâches, et en tout cas à la fin de match, les 30 dernières minutes, quand ils en prennent 30 de plus, moi j'ai déjà connu ça. Des matchs où en fait, t'en as 2 contre l'orgueil et 13 contre le capot ouvert et qui savent pas ce qu'ils font. Et du coup, ceux contre l'orgueil, c'était Lucu de Porter et un peu Penaud. Et les autres, ils étaient capot ouvert, c'était terminé. Il n'y avait plus aucune structure. Après, donc à la fin, c'est festival. Moi, celui vraiment qui m'a choqué, bon, choqué entre guillemets, hein, c'est pas grave, mais vraiment Coleman. Aussi, pas mal. Je l'ai trouvé, mais oh là là. C'est-à-dire que vraiment, 8e minute, il plaquait les types, il se relevait, il marchait en regardant le sol comme ça. Et là, tu te dis, wow, les mecs, ils sont. Ça va être compliqué s'ils sont comme ça tout le match, tu vois. Et la réalité, c'est qu'ils ont explosé complet. Et puis en vrai, Toulouse a été tellement en mode machine qu'il n'y avait aucun moment où on aurait pu espérer un retour ou de s'accrocher un petit peu, tu vois ce que je veux dire? On a eu le rouleau compresseur qui s'est mis en place. Après, à la fin, je veux qu'on ait un petit débat sur un truc. Ok. Sur le match. Je te fais juste à la fin. Je vais te faire juste mes petits blablas de branlette. Vas-y. Il y a un truc qui est clair et net, c'est que les Toulousains, en gros, leur style de jeu est assez connu, tu vois, mais ils utilisent un principe de jouer sens et d'épuiser tout le terrain avec des ailiers qui collent vraiment les couloirs. Notamment, on a revu l'essai de Movaca avec Malia qui fait un bon petit taf, parce que s'il n'est pas au cul de Movaca, je pense qu'il n'y a pas essai parce que Buros le pousse. Les Bordelais, ils font beaucoup de retours, tu vois. Donc pour moi j'avais noté, c'est une opposition finalement entre jeu dans le sens et jeu en inversion. Et le problème du jeu en inversion, c'est que si tu gagnes pas le terrain, tu joues face à une défense placée. Et après, et au bout d'un moment, tu perds le ballon. Ça, c'est la première action. Je sais pas si tu te rappelles. Engagement, ballon de récup. Donc, ballon extrêmement bonnard. On est au début. Donc, je vous ai mis c'est les zones de ruck. C'est les zones de ruck. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros, ça vous donne le sens. En 8, ça n'a aucun sens. Non, mais ça vous donne le nombre de ruck. Donc là, premier ruck, ballon de récup.
tu remets un point de fixation parce que Lucu est pris dedans, donc du coup tu remets un point de fixation proche. Ensuite tu as ton Lucu qui vient faire point de fixation sur Big Ben. Ensuite tu essaies d'aller prendre le centre du terrain. T'avances pas trop, tu vois. T'avances pas trop, mais c'est normal, hein. C'est pas au bout de 2-3 rucks que tu arrives à désorganiser, c'est plutôt vers la fin. Là du coup tu as une ouverture sur Moefana et au lieu de continuer dans le sens, tu as une première inversion avec Diaby. Finalement, ça va. Là, pour moi, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu décides d'aller taper sur les zones des 15 mètres et d'ensuite de faire des allers-retours entre les deux 15 mètres, c'est possible. Tu vois, le sens de jeu au rugby, c'est vraiment hyper important. C'est la balle va de la droite vers la gauche. Bien évidemment, voilà, on attaque quoi qu'il en avançant. Donc, le sens de jeu, il est important parce que vous alimentez. Il y a une base de joueurs en avance, joueurs en retard. Vous avez des joueurs qui vont créer le danger, des joueurs qui, en retard, peuvent créer un danger invisible. Et donc, c'est hyper intéressant ce que font très bien les Toulousains, ce que font très bien, voilà, globalement, les équipes professionnelles. Mais là, c'est vrai que leur système d'inversion, tu vois, moi, là, pour moi, il y a une grosse erreur, c'est que, typiquement, vous avez Moefana, donc voilà, il y a le Moefana qui va péter. Ensuite, on inverse le sens de jeu. Ça se tient parce que tu as peut-être consommé tous tes soutiens, tu n'as plus rien, c'est un coup à perdre le ballon, tu inverses. Mais il y a une inversion suite à l'inversion, donc tu ne relances pas dans un sens de jeu, tu retournes sur le porteur qui est un mauvais choix, du coup tu joues en reculant, tu relances ensuite sur Poirot qui prend une furia, qui se fait arracher la balle, fin de la première action, 1 minute 4 où tu as traversé le terrain, et à la fin tu as fait inversion, tu t'es trompé. Jamais dans le match, les Toulousains en ont inversé le sens de jeu avec cette intention-là d'attaquer, tu vois. S'il y a une micro-inversion, c'est Borderuck Antoine Dupont qui vient jouer sur des joueurs hors jeu et qui, du coup, les pénalise, quoi. Donc, du coup, bah voilà, ça donne ça. Vous avez Lucu qui était déjà sur le premier temps dans le regard pour faire de l'inversion. Vous avez une défense totalement placée. Et ensuite, bah là, vous avez le moment où tu as un retour sur Diaby. Tu as deux cellules. C'est la première inversion de sens de jeu, donc c'est bon parce que le sens de jeu pour moi est bon. À partir de là, t'es sur tes 15 mètres, t'as que Penaud sur les extérieurs. Bon, bah c'est normal que t'inverses. Tu vois, j'essaye de mettre en parallèle maintenant en image ce qu'on a vu juste avant en tableau. Et en gros, t'as une première cellule qui est là, t'as ton disque qui est derrière. Bon, c'est un peu lent parce que tu vois, tu sens que ça se replace doucement et voilà. T'as Penaud qui part dans l'autre sens. Et là, t'as la deuxième inversion. Et là, je comprends pas parce qu'il y a donc sa deuxième cellule qui est disponible. Donc, il peut réutiliser. Et il va jouer sur des joueurs qui ne sont pas placés. Penaud, en plus, il a traversé le terrain. Donc là, ok, je crois que c'est Kinghorn qui appelle en disant attention, il y a possibilité de danger. T'as Buros qui a joué finalement, qui a été le 10 offensif de Bordeaux. Sur le côté fermé. Qui appelle sur le côté fermé. T'as deux porteurs qui est un peu positionnés. Mais t'as globalement pas une équipe de Bordeaux capable de jouer. Donc ensuite, Lucu, il joue sur Buros qui l'appelle. Je pense que Buros fait une connerie de l'appeler. Mais mon gars, ils sont à deux en train de jouer et t'as Moefana qui est devant Buros et du coup je sais plus qui c'est, je crois que c'est Coleman ou je sais plus lequel des deux est devant. Je dis que c'est Lamotte, c'est peut-être pas Lamotte, c'est peut-être Coleman, je me suis peut-être trompé. Enfin bref, t'as deux joueurs qui peuvent pas jouer et donc t'as Buros qui va l'acheter sur deux porteurs et démerde-toi, joue ton duel mais il va être sur un 4 contre 1 avec des soutiens qui arrivent. C'est impossible à jouer. Donc là en fait mon gars, mais tu la joues sens 200 fois en fait. Tu la joues sens 200 fois et... Surtout qu'en plus, quand tu vois l'attitude de Moefana, c'est-à-dire que là, et je vois pas comment tu peux aller le chercher. Regarde comment il se replace, il est de dos à l'action et tout. Là, c'est une minute de jeu, mec. Bah ouais, mais tu peux pas déclencher du tout une action avec un mec qui est comme ça à l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux considérer comme si limite il était pas là, tu vois. D'ailleurs, tu le vois encore sur cette attitude, sur ce screen-là, il est en train de reculer, tu vois. Et déjà à partir de là, ouais, c'est vrai que ça a été une mauvaise décision. Alors qu'en vrai, comme tu dis, si tu utilises ta cellule d'avant avec ta Meifuna, tu refixes encore plus les mecs. Derrière, tu peux remettre de la vitesse avec peut-être un Penaud qui traîne à l'intérieur de Buros sur le retour. Un Penaud qui arrive. T'as un Buros du coup qui peut dézoner, tu vois. Enfin, t'as un Buros qui peut porter du danger. Tu vois que là, t'as Tatafou qui est en bas. Donc, t'as moyen aussi de. Mais c'est ça, là, il faut. Et en vrai, la cellule, elle est aussi proche. Tu vois, ta cellule, elle est presque dans cette zone-là. Il faudrait que ta cellule, elle aille frapper à l'exté de Flamand. Et tu sais, ces fameuses passes de 15 mètres qui t'enlèvent toute la pression du Borderuck où il y a une grosse densité des Toulousains. Ouais. Donc là-dessus, on voit que dans le déplacement, alors ça peut te rejoindre hein, au final. Moi, je trouve qu'ils étaient pas au début de match, ils étaient pas spécialement, ils étaient lents, mais je sentais pas une fatigue physique comme on a vu en fin de match, tu vois. Mais c'est vrai que dans le déplacement, il y avait deux équipes sur le terrain totalement différentes. Ah bah ouais. Donc ça, c'est le bilan de la première.
et je t'ai fait la première de Toulouse. C'est différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Elle n'est pas forcément gagnante, mais la première de Toulouse, je crois qu'on part d'une mêlée. Est-ce que je l'ai en visu? Ah non, bah non, la première de Toulouse, elle est délicieuse. Parce que, en gros, la première de Toulouse, la première un peu sens de jeu, action de Toulouse, en fait, ballon en main. Là, honnêtement, tu vois les intentions et l'envie de mettre de la vitesse. Et c'est là où je vois que les Toulousains, ils avaient juste envie de les concasser. C'est-à-dire que là, donc, je sais plus ce qu'on a ici, mais bref, ballon récupéré ou... Bref, c'est le départ de l'action, je sais plus d'où ça part. Mais là, bien évidemment, Antoine Dupont en position de coup de pied de pression. Donc on a Lucu qui directement se barre. On a un Coleman qui a juste envie de lui mettre la pression. On a Caso de l'autre côté qui lui met la pression. Et on a tout le monde qui est tourné, quoi. Tu vois, bon, on va y avoir un coup de pied de pression. Sauf qu'en face, c'est placé. C'est placé pour jouer. Et je pense que vous avez tous en tête l'action. Bah, Antoine Dupont, il va porter. Et on va se retrouver dans une situation de 2 contre 1. Ensuite, il y a un autre 2 contre 1. Et techniquement, il y aurait eu un autre 2 contre 1. Sauf qu'elle est, pardonnez-moi, messieurs, blasphème, mal jouée par Willis, qui décide de ne pas jouer son 2 contre 1 et d'aller attaquer Poirot et finalement faire un point de fixation. Et après, ils vont décaler le ballon avec un Romain Tamac qui a ensuite servi. Ils ont moyen de jouer sur les extérieurs. Il y a une zone qui est un petit peu dégarnie, même si voilà, le bureau, c'est pas très loin non plus. Je pense qu'il y a une énorme obstruction qui n'est pas sifflée, en tout cas qui est validée par l'arbitre. L'arbitre ne dit rien. Il y a quand même Jalibert qui monte en pointe. Et je trouve que c'est une très bonne défense parce qu'il y a un peu de danger. Mais il voit qu'il ne désorganise pas, vu qu'il y a Tatafou qui couvre. C'est d'ailleurs Tatafou qui après, c'est comme une fausse porte, quoi. Il monte en pointe, il évite que la balle aille trop vite sur les extérieurs. Et du coup, Tatafou, qui est garant de l'intérieur de Jalib, récupère Ntamak. Et au final, tu le vois, donc ça part de là. Là donc il y a l'action avec Willis qui vient fixer. Et ensuite, c'est sens de jeu. 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, genre, il y a une notion de ça va dans un sens, on va au bout, on retourne au bout. Et après, c'est passe bonne défense des Bordelais. Mais première action du match, les Toulousains qui vont faire les essuie-glaces, qui font pas d'aller-retour avant d'avoir consommé vraiment l'intégralité, qui font pas des zigzags. Tu vois, il n'y a pas de Z quoi, sur une petite zone. Ils t'entraînent jusqu'aux 5 mètres pour vraiment t'étirer, te déplacer. Et puis. Exactement. Et en plus, comme tu l'as dit aussi, ça se déplaçait moins. Avec la fatigue, c'était encore plus marquant de voir que des fois, tu avais des décalages. Tu disais, waouh, mais attends, il leur manque des mecs sur le terrain ou quoi, tu sais. Et effectivement, c'est par cette manière d'être allé chercher. C'est toujours le sens alimenter, tirer les défenses. Et après, quand tu te replaces, tu fais sur le retour, tu sais qu'à l'extérieur, tu auras des trucs. Non, et face à une équipe qui se déplace plus au bout de la 15e minute, ça ouvre beaucoup d'espace. Et qui du coup est en retard sur les rucks, donc ralentit rien. Ouais, bien sûr. Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Là, donc je t'ai fait l'essai du pont pour... c'est pas juste j'ai fait 2 palettes, tu vois, genre je fais l'essai du pont pour te justifier ça. Et cette fois, je me suis dit, je vais changer de couleur pour qu'on voit l'aller et le retour. Et en gros, c'est basique. Okay. Hein. Ouais, c'est ça. Touche, ballon de récup de Movaca. Alors en plus, ils ont pas de chat parce que la touche, c'est le deuxième ballon d'attaque des Bordelais. Ouais. Coup de pied de Jalib contré par Flamand qui tombe dans les mains de Ramos. Ramos te met le coup de pied pas le coup de pied de l'année parce qu'il en fait 200, mais un coup de pied délicieux qui vient rebondir, bim, touche à 25 mètres pour les Bordelais, démerdez-vous. Sur la touche, bon contest. Movaca récupère la balle et ensuite, bim, ça va directement fixer centre du terrain. On fixe totalement sur une aile, on revient centre du terrain, c'est le fameux ruck où là, à partir du 7e ruck, on a fait un premier aller-retour. Coleman à la bourre, Ramos, il est passeur, il est premier soutien sur Willis, il récupère le ballon, il dit il la relève tout de suite, il y a un gros break, et ensuite il y a remise sur Dupont qui lance Flamand sur l'action, il est partout. Hein. Flamand, il est partout sur l'action, c'est exceptionnel. Et donc du coup, ça s'arrête à 1 mètre de la ligne. Et ensuite, Dupont, il va aller gagner son duel contre Poirot. Il va aller marquer. Donc sur cette action, voilà, tu vois, genre ballon dispo. Vous avez ensuite donc Roumad qui prend qui demande le ballon, tu vois, avec voilà le geste du bras, la cellule qui est positionnée. Ils sont 4 sur le fermé, quoi. Ballon récupéré directement. Donc là ensuite ça va les fixer avec Willis. Ballon dispo directement Dupont.
Tu vois le déplacement des gars, toujours en cellule, tu vois des petits tas en souffrance. Ballon dispo, hors-jeu totalement de l'UBB. Choco Barès, belle réaction. Il voit que Dupont va armer, boum, feinte pour fixer encore plus les mecs. Parce qu'il y a les joueurs sans ballon qui, par leur course, eux font des courses rentrantes. Du coup, t'es en mode, bah la défense peut pas glisser, alimenter. Donc mine de rien, ça te fixe aussi les mecs qui sont derrière toi, tu vois, les joueurs en retard. Donc du coup, bah ça te ralentit un peu ton paquet. Là, ça va jouer sur les extérieurs encore une fois. Et ensuite, là, c'est sur le retour. Et sur le retour, bah, t'as que des cellules de 2. Ça pouvait en plus mettre le danger dans les 5 mètres, mais ça l'a pas utilisé. Ça va jouer ici sur Cross avec Flamme, donc Flamand qui vient aider plus Netty. Ça vient fixer. Et après, tout le monde est placé. C'est le break, etc. Et ça va laisser d'Antoine Dupont. Tu vois, le fameux Coleman Caso complètement à la rue. Ramos qui relève. Dupont qui est au cul. Flamme, du coup, qui se replace et qui va les percer. Et après, ciao, bye bye. Et en gros, j'ai fait un petit focus sur Poirot qui rate. Poirot, il rate le plaquage sur Dupont à la fin. Tu vois, tu te dis, c'est presque trop facile. Voilà, mi Poirot, il a fait, il est premier sur la touche perdue. Il se retrouve ici pendant tout le truc. À chaque déplacement, il se replace. Il est base de chaque regroupement. Là, il va prendre un gonze dans la gueule. Un déblayage. Ensuite, il se retrouve en marchant ici, bord de ruck, en reculant. Et là, il va perdre son duel contre Antoine Dupont qui va les marquer, tu vois. T'es en mode, bah, c'est presque. Enfin, je comprends que le gars soit oxy, quoi, tu vois. Les screens, les placements des Bordelais, il y en a certains, tu dis, waouh. Même l'attitude, là, c'est Coleman au sol sur le dernier screen que tu montrais. Il y a 2-3 attitudes où Coleman, il est toujours en retard. Enfin, les mecs étaient. Moi, je les ai trouvés tellement dépassés, en fait. Dépassés par la vitesse et l'intensité des Toulousains. Et en plus, tu sais, quand tu te dis, bon, physiquement, t'es pas forcément au point. Mais en plus de ça, quand tu te fais éclater instantanément, je pense que c'est ce qui te finit de te mettre dans le rouge direct, tu vois. Et une fois que là, c'est passé et que tu n'arrives pas à switcher dans l'autre sens, terminé. Ils te déplacent dans tous les sens, ça va à 15 000, ils tapent plus fort que toi, ils vont plus vite, il faut rentrer des mecs qui sont meilleurs encore. Non, mais c'était. Vous pensez quoi de la perf de Netty? Rien à signaler. RAS ou impressionnant? Non, il a fait un très bon match, franchement. Mais après, c'est. En fait, vraiment, moi, j'analyse même pas la fin de match, ça sert à rien. C'est une équipe qui a lâché. Après la mi-temps, une équipe qui a lâché contre une équipe qui se trouve et qui est en. Mais la deuxième mi-temps, elle sert presque à rien parce qu'au final, les Bordelais, ils n'ont pas le ballon en deuxième. Mais la première, elle est assez intéressante parce que du coup, tu vois à quel moment ils ont construit, à quel moment ils les ont épuisés, ils les ont déplacés la ballon. C'est-à-dire qu'en techniquement, voilà, l'équipe de Bordeaux arrivait avec un match en plus dans les pattes et un match un peu plus peut-être. Quoique le match contre La Rochelle, il était quand même assez rugueux aussi pour les Toulousains. Mais du coup, voilà, un match contre le Stade Français qui s'est joué quand même à pas grand-chose. Ils arrivaient avec des paris perdants. Tamaifuna et Jalibert. On va en parler, hein, mais Jalibert, c'est malheureusement. Bah, c'était un pivot. C'était un pivot. Ouais. Donc en fait, après vraiment, je pense, 2 minutes de jeu, tu sais que ce n'est pas un danger dans la ligne. Donc dans ces cas-là, quand tu sais ça, je me demande s'il n'y avait pas d'autre choix à faire. Mais en fait, c'est encore une fois, ce que je disais avant le match, c'est que on aura une réponse sur le match, c'est des gros paris. Et bah forcément, quand tu prends une branlée, bah, le pari est perdu. Quand tu vois l'utilisation, Jalibert servait à rien. Ça a juste été un gars à tamponner. En défense, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que voilà, il a pas tout. Il a subi des plaquages, mais il a fait tomber les gonzes. Au niveau des mais juste, il pouvait pas avancer en fait. Il pouvait pas avancer, ce qui fait que c'était Buros qui était utilisé en tant que 10 pour, quand c'était une action pour attaquer. Et du coup, voilà, j'avais ça, tu vois, genre à un moment donné. Là, c'est ballon de récup. Bah, tu joues pas sur Jalib, tu joues sur Buros. Et sur le ballon de récup, regarde-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si tu vois le côté ZZ. Le côté on récupère un ballon dans les 5 mètres. On fait un petit tas. Du coup, on fait un point de fixation avec Buros. Et au lieu d'alimenter Sens pour se dire, bah, ballon de récup, on joue dans le sens. Quand tu récupères un ballon dans une zone, ça veut dire que c'est une zone dense. Donc, normalement, tu joues un peu le plus loin possible. Si tu peux. Ou en tout cas, tu peux fixer et jouer un peu plus loin. Il rejoue dans le fermé pour ensuite rejouer, mais finalement prendre un cul, pour ensuite lancer Big Ben et faire un en avant, parce qu'il a fallu faire 2 allers-retours avant d'avoir une ligne offensive de placer. Donc les mecs, bah, c'est trop, quoi. Ouais, les mecs, ils se plaçaient pas, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, tu es obligé de sortir le ballon du ruck et que si les mecs se placent pas ou se déplacent rapidement pour essayer d'adapter le ballon de récupération. Je pense que c'est bien connu, tu as raison, ballon de récupération, faut jouer, faut
Faut déplacer le ballon Faut et normalement compagnie. déplacer le ballon le plus Mais loin si ou les en mecs tout se cas déplacent loin. pas, Mais ouais, mais les mecs, ils étaient pas là pour le jouer. Et en fait, ton numéro 10, il est pas là pour les jouer parce qu'il peut pas les jouer ouais, en il est fait. pas là pour faire la transition, quoi. Et donc, quand tu prends ton deuxième 10, on va dire le 15 aujourd'hui, c'est vraiment un deuxième 10 qui vient dans la ligne, etc. Bureau, pourquoi il est exceptionnel? Parce que quand il arrive derrière le 13, tu sais pas ce qu'il va faire. Et des fois, il prend la balle avant le 13, des fois, il prend la balle après le 13, et c'est un danger permanent. Il a la capacité avec son pied, avec ses cannes, avec ses appuis, de te mettre en danger. Mais quand ton deuxième 10, ton 15, il prend la balle dans la zone 10, et que tu joues Non, comme si tu jouais à 14, mec. C'est comme si tu jouais à 14. Ah, tu joues pas à 14 contre Toulouse, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en fait, offensivement, t'es inoffensif. Mais déjà, dans ta stratégie de choix de jeu inversé, bah, tes hommes étaient cuits. Et aussi, des fois, tu fais un choix de jeu inversé parce que tu sais que t'as pas la capacité de déplacement des Toulousains. Les Toulousains, c'est de l'alimentation tout le temps. Pourquoi tu mets Movaka plus que Marchand? Parce que tu sais que Movaka, il peut être à l'aile, il peut être partout, il a un plus gros déplacement. Willis, ça se déplace. Cross, ça se déplace. Flamand, mais mais il est insupportable ce joueur, il est trop fort. Il est trop Mais fort. Flamand, il est partout. Hein. Flamand, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, je trouve que bah voilà, sur cette finale-là, c'est allé trop vite, trop fort. Je sais plus ce que j'ai fait aussi. Donc là, c'était une mêlée. Je crois que ça amène le deuxième essai, peut-être. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 11. Bon, là, il y a forcément un avantage pour aller gagner du terrain. Ça va aller gagner du terrain ici. Là, ah ouais, c'est la fameuse feinte. Oui, j'ai vu passer des trucs en mode, il y a une micro-feinte de Dupont, donc Penaud il est obligé d'aller là, donc Penaud il mourra à la feinte. Non, enfin, Penaud il est obligé d'alimenter sur les XT, donc c'est pas une micro-feinte de quoi que ce soit, c'est qu'il est obligé d'alimenter, c'est juste les mecs sont un peu à la bourre, et du coup ça doit un peu plus se resserrer pour aider Caso, non pas Caso, pour aider du coup, lui c'est lequel, je sais plus quel Bordelais est là. Là on a Coleman, on a Caso, du coup c'est Verntaiffer je pense. Qui est pris sur un 2 contre 1 avec Willis, et donc après déjà l'avancée sur la mêlée, ils continuent leur avancée parce que Antoine Dupont, bah, au bord des rucks, il a fait que de porter, peut-être un peu trop encore une fois, hein. Moi je trouve que là ça a bien marché face à des mecs fatigués, il les a vraiment monopolisés bord de ruck, mais en fait je trouve que là où Dupont il a été malin de le faire, et que contre La Rochelle ça marchait pas, c'est que les Rochelais ils habillent énormément les bords de ruck, ils sont pareils, c'est pas des mecs qui se déplacent, mais comme ils mettaient un peu la guerre, et Dupont habillé un peu border ruck, et ben à force de porter border ruck, tu vois, il se faisait catcher par les Rochelais. Et comme Dupont porte un peu, et ben ça te ralentit ton attaque. Parce que tu vois, le fait qu'il porte, la défense a le temps de monter, donc quand la balle arrive au 10 ou à la première cellule, et ben la défense, forcément, elle a pris un petit temps. Mais quand là, Dupont, il te met à la bourre la défense parce qu'elle n'habille pas le border ruck, donc ta défense est à la bourre. Pourquoi? Parce que bah, ça cogite, tu dis merde, il faut que je me resserre en fait. Là c'était utile, mais c'est presque un peu trop, je trouve. Mais bon, donne du bon quoi. Pas grave, pas grave. Ouais, mais c'est surtout que merci Defred. c'est en fait, t'as raison sur le fait que bah, c'est peut-être par rapport au profil de l'équipe en face. Sur un profil comme celui-ci, ça fait quand même très mal le fait qu'il porte en fait tout le temps, parce que t'es obligé de toujours contrôler sa zone. Donc ça a été efficace. Effectivement, face à d'autres, ça peut être moins. En fait, il faut de l'alternance. Et des fois, il faut juste qu'il soit éjecteur, quoi. C'est juste ça, tu vois. C'est vrai qu'il l'est quand même beaucoup moins. Et il éjecte pas, mec. Après, le truc, c'est que le truc, c'est qu'il pèse tellement aussi en faisant ça. Non, mais là, sur le match, en vrai, il en a abusé, mais bon, en vrai, il avait raison parce que les Bordelais, ils étaient pas là dans les rucks. Ils y étaient plus, tu vois. Et puis encore une fois, tu vois, l'essai de Movaka, mec, c'est un basique. C'est vraiment, c'est dans un sens, quoi. Juste, on va nettoyer tout le terrain. C'est un basique. C'est tellement un basique. C'est dans le sens, point de fixation, on va chercher le centre du terrain, c'est relevé, je sais plus par Willis ou Movaka. Ça fixe, boum, et c'est Movaka qui vient marquer en bout de ligne, tu vois. Ça, c'est juste l'essai. C'est de l'alimentation. Et là, qu'est-ce que tu veux, tu vois, à la fin, à chaque fois, tu as des profils, tu vois, ça se déplace. Et là, tu vas te retrouver. Bon, il y a la petite filouterie, bien évidemment. De Ramos qui mais quoi qu'il il le déblaye, donc en fait au final qu'il le plaque ou pas, bon il prend juste le risque d'être sanctionné, mais au final ça va trop vite, tu vois. Lamotte il arrive à être en face, mais il y a trop de monde, Mais c'est ça. Et là les Bordelais ils doivent à un moment donné un peu plus impacter, ils ont pas réussi à reprendre le truc défensif, quoi. Puis bon, après là, ça c'est l'essai magnifique qui tue le match à la 22e, le peel-off, l'arrivée donc du coup de Movaka, la solution.
Là, en gros, ça vient chercher ce qu'on appelle le vacuum, qui est donc un couloir qui est juste au niveau de la ligne des 15 mètres, qui est juste derrière. Pourquoi c'est dangereux cette zone-là? Pourquoi c'est la zone la plus dangereuse? Parce que c'est la zone où normalement vous avez un déficit de 10 mètres entre votre ligne défensive de 3/4 et votre ligne d'avant, tu vois. Et donc du coup c'est une zone où il y a forcément une zone de fracture, une zone dangereuse à attaquer. Bien évidemment les Toulousains y vont et la Motte se trompe un peu. La Motte, au lieu de faire confiance à Tatafous pour attaquer, pour plaquer Movaka, il est attiré par Movaka et en fait je pense que les mecs glissent un peu pour protéger aussi Jalibert quand t'as un 10 qui est bon, tout le monde va lui chier dessus, mais voilà, qui est moi je le trouve pas nul, mais qui subit en défense bien évidemment, mais comme beaucoup, à part Ntamak, je vois pas trop de 10 qui subissent pas en défense. Et bah du coup t'as souvent les avants ou le 12 qui vient aider, et donc je pense que Tatafou il est un peu attiré parce qu'il se dit bon il va se reprendre Aki pleine gueule, donc il faut l'aider un peu. Et ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite. Coleman, il a raison d'être là, mais après, du coup, faut réagir peut-être un peu plus vite. Mais là, il se fait baiser, quoi. Il se fait baiser. Je pense que c'est la Motte. La Motte est un petit peu trop attirée. Il doit être un peu garant du bord de ruck. Et après, bon, ça va tellement trop vite. Là, t'as Neti, t'as même Neti, Movaka. Et même, je vais te dire, tu vois, Dupont, il est un peu cochon. En vrai, il nous fait un essai magnifique et le petit par-dessus est délicieux. Mais presque la passe sur Choco, tu vas Adam, hein. Donc voilà, sur Aki ou Choco, je sais plus, l'un ou l'autre. Je pense que c'est Choco Barres. Voilà. Donc c'est un match, délicieux des Toulousains. Je pense que leur strat et leur vitesse de jeu doit être inspirante. Pourquoi pas pour notre 15 de France? Parce que c'est un basique de jouer sens avec des joueurs qui sont en capacité de le faire. Et donc il faut des joueurs extrêmement athlétiques, tu vois. Donc il faut vraiment des troisièmes lignes qui se déplacent, des deuxièmes barres qui se déplacent. Et en fait, tu vois, je suis désolé, Movaka c'est un troisième ligne. Flamand c'est un troisième ligne. Allez, Arnold c'est pas un troisième ligne, mais tu vois, genre les mecs ils jouent avec 5-6 troisième ligne, tu vois. Donc des mecs extrêmement mobiles. Des mecs ont une activité de fou. Et en plus, c'est au-delà d'avoir une grosse activité, c'est aussi des bons porteurs de balles. Les mecs capables d'offload, capables de Willis sur ces 2-3 prises de balles. Il prend la balle, on dirait un centre, c'est sur la puissance, le fait d'essayer de toujours libérer un petit peu les bras, de trouver une solution et compagnie. Moi, il me surprenait, Willis, il y a quelque temps par son activité défensive sur les zones de combat et compagnie. Il commence de plus en plus à me choquer par ses prises de balles aussi, tu vois. Où là, on a vraiment une solution offensive à travers lui maintenant. Où le mec est capable de gagner des duels, d'avancer sur quasiment tous ses ballons, être dominant sur... Un vrai 7 en fait. Ouais, exactement. Là où en fait, à un moment, on le voyait plus comme, oh putain, le mec a fait 15 plaquages, 20 plaquages, un peu à la crosse, tu vois. Maintenant, ça devient une... Et le pire, c'est que là, tu l'utilises, il avance, pense sur le fermé, t'as Flamand qui arrive à 354 km/h sur la ligne de défense, tu renverses, t'as Movaka qui arrive, et quand à chaque fois au soutien, t'as les mecs qui ferraillent un peu dans les rucks, notamment la première ligne toulousaine. C'est l'enfer, tu vois. Je veux dire, tu te prends trois trucs consécutifs comme ça où t'as des mecs capables de porter le ballon comme des centres. C'est terrifiant et c'est ce qui les fait enchaîner si fort et si vite, tu vois. Et attends, merde, je voulais dire. Ouais, non, mais en fait, je suis d'accord avec toi sur Willis. Moi, Willis, je le mets troisième homme du match. Moi, vraiment, Flamand, c'est trop ce qu'il fait. Moi, je mets Antoine Dupont parce que c'est lui le dynamiteur de tout. Même si, tu vois, j'essaie de faire le mec un peu en mode, bon, il est cochon, machin. La vérité, c'est qu'il est trop fort, en fait. La vérité, c'est qu'il... En fait, il est trop fort parce qu'il monopolise trop de mecs. Il monopolise trop de mecs. Et là, il est ultra dynamique. Et je pense qu'il rajoute un tout petit peu de variété. Et de temps en temps, tu vois, peut-être du rythme, surtout sur les matchs internationaux qui sont un peu plus rudes, tu vois. Mais... Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, mais tu vois, en fait, il faut qu'il s'adapte. Typiquement, contre Bordeaux, il peut le faire comme il veut. Bordeaux, il a raison. Faut les attirer. Mais tu vois, genre, contre La Rochelle, il faut qu'il fasse moins. Faut qu'il éjecte plus. Faut qu'il fasse... faut qu'il... Voilà, c'est mon petit avis, mais Antoine Dupont n'a pas besoin de moi. Hein. Bien évidemment, j'en ai conscience. Mais voilà, un regard extérieur, je dirais un peu ça, quoi, tu vois. Mais ouais, après, il banalise l'exceptionnel. C'est un mutant. C'est un mutant. C'est vraiment un mutant. Et ouais, moi, je mets... moi, mon podium, c'est Antoine Dupont, Flamand, Willis. Et Movaka est pas loin, quand même, parce que... Petit match. Ouais, Flamand, c'est surtout Flamand...
Bon, Dupont, en fait, t'as raison parce que j'ai failli dire. Après, Dupont, on le sait, tu vois. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il faut le normaliser pour autant. T'as totalement raison. Non, c'est vrai que Dupont, match exceptionnel. Moi, c'est Flamand et son activité qui. Oh, c'est terrifiant d'évoluer à ce niveau-là, quoi. Franchement. En plus, il avait eu, tu sais, la petite période avec les pépins, les trucs. Le mec est capable de remonter à un niveau. Franchement, le Flamand, en plus, c'est 4, 5, 6. Le mec, il peut jouer partout, même en 7 si t'as des galères. C'est tellement utile dans un groupe. Enfin, bref. Putain, il y a les Mais bon. Tu sais qu'il y a des gens qui me disaient, ouais, c'est chiant, c'est trop facile pour Toulouse et tout. Mais en vrai, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre. Parce que là, c'est un sujet un peu extérieur à la finale elle-même. Mais en fait, si Toulouse nous donne l'impression que c'est facile, c'est que c'est exceptionnel en fait. C'est ça le truc que les gens il faut qu'ils Ouais. comprennent aussi. Tu Ouais, vois. alors il y avait le débat qui était posé. Alors attends, il y a un débat dans le débat. Il y a eu plein de débats là. Le chat, on vous lit. Il y a eu le débat qui était demandé, genre ouais, mais est-ce que la domination de Toulouse, c'est pas une perte, tu vois, d'intérêt pour le top 14, etc. Les gars, comparez pas Toulouse avec la Ligue, enfin le top 14 avec la Ligue 1. Ah non, c'est Cette pas année, pareil. Toulouse était au-dessus. L'année d'avant, il y avait Toulouse-La Rochelle. Et ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. L'année encore d'avant, c'est Montpellier qui est champion. Les gars, cette saison-là, Toulouse était au-dessus. Pas de problème. L'année prochaine, je pense que les Rochelais, ils repartent. Enfin, tu vois, ils finissent bien la saison. Les Toulonnais, ça recrute sale. Les Racingmen, à un moment donné, ils vont peut-être se réveiller. Ils ont quand même un effectif de dingo. Les Bordelais, ils ont déjà passé un cap. Ils sont arrivés en finale. Ils ont pris une énorme branlée. Je peux te dire que ça, tu vas essayer de le digérer, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il y a un monde où le Stade Français aussi, qui fait des belles recrues et tout. Il y a un monde où il y a beaucoup de très bonnes équipes qui vont venir les gratter l'année prochaine et qui vont rendre le top 14 extrêmement passionnant. Mais c'est vrai que cette année, je suis d'accord avec vous, on l'avait annoncé assez tôt, Nogodi aussi, je pense, tu vois. Ouais. Bah, à Toulouse, je voyais pas comme une équipe battre Toulouse cette année. C'était pas possible. Mais je l'ai annoncé très tôt, même contre le Leinster, je ne voyais pas une équipe les battre, tu vois. Je trouve que même que, voilà, contre le. Et encore contre le Leinster, bien évidemment, la finale était folle et c'était ma foi fort complexe. Ah non, c'est et puis moi je trouve qu'il faut quand même mais là c'est peut-être ma vision club, etc. Le fait que je connaisse un petit peu aussi tout ce qui est le coaching, on va dire, voilà. Faut rendre hommage à tout ce qui a été fait pour que ça puisse marcher aussi bien, tu vois. Je veux dire, il y a quelques années, Toulouse n'était pas là, n'était pas à ce niveau-là, n'était Ouais. pas aussi dominant, n'avait pas autant de profondeur. Bah, c'est quand même un énorme travail de nombreuses années pour arriver à cette Bah, domination-là. t'as la croix, Que ce tu peux citer tout le monde, tu vois. soit sur la Keno, formation, les trucs, Mola, tu peux tout dire. les mecs, voilà, les champions juniors, je sais plus s'ils sont champions encore dans les catégories d'en dessous et tout. T'es en mode ou en finale, tu vois. T'es en mode, bah en fait, ouais, il y a du taf de fou et puis il y a un groupe qui arrive à maturité. Bah, c'est ça. T'as des joueurs qui, voilà, ils ont tous ils ont tous 28, 27, 28 balais. Bah là, c'est le summum. Donc ouais, en vrai, c'est cool. La frustration, elle est de me dire que cette maturité-là, on aurait pu l'avoir avec le 15 de France, sa mère. mais, mais bon, bah voilà, on verra, tu vois, on verra. Et là, ils ont encore des belles années, mais moi, j'ai confiance sur l'intérêt. Alors, j'ai vu aussi dans le chat cette fameuse branlette de dire, mais attends, est-ce que ce Toulouse-là battrait l'équipe de France? Je trouve ça, bon, c'est un bon débat débile, tu vois. Je trouve qu'il faut, bon, c'est difficile de comparer une équipe de club qui s'entraîne chaque jour Oui, voilà, une sélection. avec une sélection qui s'entraîne 4 mois, même pas, qu'est-ce que je raconte, Même pas. s'entraîne 2 mois dans l'année ensemble et qui est censé être, voilà, regrouper les meilleurs joueurs. Je pense que voilà, aujourd'hui, l'équipe de Toulouse, bah, c'est 50% de l'équipe de France et que des internationaux, tu vois, ou des futurs internationaux en devenir. Donc, on peut pas le comparer, tu vois, c'est pas comparable. Une équipe de club avec une sélection, je pense que faudrait voir, tu vois, mais je pense que l'équipe de Toulouse, si on pouvait doubler les joueurs, n'aurait pas battu l'équipe. Enfin, je trouve pas le 15 de France en termes de Coupe du Monde et le niveau qu'ils ont proposé aussi, tu vois. Après, Après, en vrai, j'ai rien qui me le prouve et l'inverse, il n'y a rien qui me le prouve aussi. Donc, on n'en sait rien, on n'en saura jamais. Mais je crois que c'est un peu bizarre de comparer un peu ces deux trucs, quoi. Voilà, donc finale à sens En vrai, unique. c'est pas forcément
on n'a pas un rugby totalement similaire non plus quand on est sur le niveau international. Donc en vrai. Ouais. Est-ce que cette équipe de Toulouse, pour vous, elle bat l'Afrique du Sud? Bah attends, c'est foutre rien pareil, tu vois. Mais peut-être. Voilà, écoutez, sur cette finale, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'ai mon débat débile aussi, moi. Ah, alors? L'essai de Capozzo. Est-ce que tu vas pas en touche en vrai à la 80e quand t'as déjà mis 50 pions? Ah, la relance de 100 mètres? Ouais, parce que l'UBB tente, tu vois, dans le camp adverse, quand tu veux sauver l'honneur, tu vois, je me dis ok, que Toulouse aille se chercher l'essai de la gourmandise là. En plus, je trouve que mine de rien, t'es juste avant la fin de saison, ton titre il est assuré. Putain, moi je serais allé en touche, moi. Ah ouais? Ouais, je serais allé en touche. T'es champion, t'as déjà mis 50 pions, vas-y, prends le ballon, on se blesse pas, on va en touche, tu vois. Mais là, je pense purement à vas-y, on se blesse pas, on est déjà champion. Puis après, j'omets peut-être le fait qu'un mec comme Capozzo, il a la dalle aussi, tu vois. Bon, après, en vrai, il est à la conclusion. Bon, il se le pèle bien quand même. Il est à la conclusion, il est pas seul sur l'action, tu vois. Mais en fait, moi, la vérité, c'est que je me dis, si t'as les jambes, en fait, tu tapes en touche si t'es cuit. Mais si t'as les jambes, bah, tu le fais en fait. Parce que tu sais qu'en face, c'est. Franchement, moi, j'ai joué des matchs où tu sens que, voilà, en face, ils ont lâché. Et tu sens que tu te sens presque invincible. Ouais, bien sûr que tu le tentes. Tu le tentes, c'est la fin, c'est la fête, c'est le rugby, c'est du plaisir. Ça reste un jeu, tu joues. Donc ouais, tu le tentes. Bien sûr que oui, ça rajoute. Mais en vrai, je suis désolé. Hein. Moi, c'est pas sur l'aspect. 52, 59, ça change rien pour moi. Hein. Oui, non, mais moi, c'est pas sur l'aspect on humilie l'adversaire. Ça, je m'en fous. Au contraire, comme je le dis à chaque fois, si tu respectes l'équipe en face, si t'es au-dessus, tu les éclates. Hein. Et c'est la meilleure manière de respecter l'adversaire. Moi, je pense que tu le mets, tu y vas. Si tu peux, tu le mets. En fait, moi, en tant que coach, si j'avais été coach, j'aurais crié en touche. Mais là, quand t'es coach, c'est allez-y, les enfants, faites-vous plaisir. Ah non. Là, en vrai, on va se faire plaisir quand on va récupérer le bonus et qu'il n'y aura pas de blessés au cas où. En vrai, ils se font déjà. Je trouve ça fou. Moi, je pense que tu vas à 200%, mec. C'est. Let's go, tu le mets, quoi. C'est vrai que ça aurait pu être 72 s'il y avait eu 100% au pied. Il y a eu tellement de manqués au pied. Ouais. T'imagines si on avait eu plus de 70 pions, ça aurait été tellement. Bon, c'est déjà fou, là. 59, mec, c'est déjà fou. Ah ouais. Mais ouais, 70, c'est. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est terrible, quoi. C'est que ça fera date et que là, pour le coup. Après, j'ai trouvé qu'il y avait, heureusement, eu du respect quand même pour les Bordelais, tu vois. Il n'y a pas eu trop de chambrage. Il y en a eu un peu, bien évidemment. Les mecs ont le droit de se parler, quand même. Mec, le chambrage arrivera après. Vraiment, là, tout le monde a été fair play dans la victoire. J'ai trouvé les Toulousains très fair play dans la victoire, très très clean. Les supporters, je parle, parce que sur le terrain, les gars, ils se sont éclatés, il n'y a jamais eu de problème. Mais je pense que là, ils ont une espèce de valise à sortir si les Bordelais font les marioles, vraiment. Alors, j'ai un petit truc pour vous, les gars. T'as un dossier monumental. J'ai un dossier. T'as le truc compromettant du pote ou quoi, tu sais, qui te permet d'avoir moins de pression. Écoutez, vous avez pris la plus grande branlée de l'histoire du top 14. En finale, voilà quoi. Alors attends, il me dit de Vito, moi justement je pense que ça a rajouté encore un petit truc en plus sur ce match que de finir sur une sortie en touche. Le banc toulousain qui exulte, les larmes de la croix, c'était une fin parfaite. Ah bah parce que t'es supporter toulousain. Ah bah ouais. C'est ça. Mais écoute, bon voilà, il y a eu en vrai, moi je trouve que ça finit le meilleur à gagner et honnêtement, c'est dur de finir la saison comme ça pour les Bordelais parce que c'est une bonne saison. Ça reste une bonne saison, mais ils arrivent avec. Il leur manque leurs hommes forts en finale, tu vois, je suis désolé. Jalibert pas à 100%, pas de 10. Garcia, du coup, était blessé, hein, c'est pas un caprice de Jalibert, tu vois. Je pense que Jalibert, vraiment. Alors, attends, vas-y. J'ai un avis là-dessus. Moi, je pense que Jalibert, il a vraiment. Je pense qu'il a été. Comment dire ? Qu'il a joué pour le maillot. Qu'il a pas joué pour sa gueule. Et que c'est pas lui qui dit let's go, je veux jouer, c'est la finale et tout. Je pense qu'il a joué vraiment pour le maillot. Quand je l'ai vu dans quel état il était, je pense que lui, ça l'amuse pas d'en prendre 60. Et je pense que, tu sais, on a été joueur. Quand t'en prends 60, t'es bien content d'être blessé et de dire ah putain, je participe pas à ça. Non, mais ça, c'est sûr. Non, ça, c'est certain. Garcia pas dispo et tout. En plus, il dit, il le dit en interview, il dit pour moi, la saison était terminée.
Pour moi, ma saison était terminée, c'était fini. On a eu la micro-possibilité de pouvoir essayer de le faire parce que déjà, il manquait du monde. J'y suis allé pour essayer de faire le travail, tu vois. Je dis respect quand même parce que il vient dans des conditions difficiles alors que t'es pas du tout prêt à faire un match de ce niveau-là, tu vois, physiquement. Non, c'est pour le maillot 100%. Je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Mais en gros, moi, je trouve que, encore une fois, il s'expose et tout le monde va le chambrer et tout machin. Il fait bien évidemment un match pas fou. Ses choix de Non, jeu il est sont pas très pas bon, le ouf. Son match. jeu au pied pas réussi. À un moment donné, il en met une pas bien senti. Bon, la première qui est contrée, tu peux pas grand chose, quoi. Enfin, tu peux mieux la taper ici. Mais bon, Ouais. voilà, t'as encore les mains de Flamand qui traînent. Mais la deuxième, il la met il tente un petit par-dessus aussi qui marche pas. Bon, ça arrive, il est en pivot tout le match alors que lui, il veut attaquer la ligne. Je pense que ça doit être d'une frustration terrible. Et par contre, tu prends des Haki et Chocobares et Willis dans la gueule tout le match. Mais c'est vrai que Holmes, il est dans l'effectif ou il est pas dans l'effectif. C'est fou de pas avoir 3-10 en fait. Fou de pas avoir 3-10. C'est ça. Moi là, je comprends pas. Moi là, j'avoue, je comprends pas. Genre, quand tu vois ça, moi je me suis dit, s'il l'aligne, c'est qu'il peut jouer. Et tu te rends compte au bout de 10 minutes qu'il peut pas jouer. Donc en fait, je ne comprends pas le choix. Je me dis. Déjà, c'est vrai que le premier jeu au pied, tu te dis, oula. Non, mais franchement, je comprends pas. Là-dessus, tu le sais si ton joueur il peut jouer ou pas. Bureau 10, non, mais Lucu 10. Lucu 10, let's go, au pire. Parce qu'en fait, Bureau, s'il est fort quand il arrive dans la zone 13, pourquoi tu le fais jouer, 10 enfin, tu sais, c'était. Tu viens d'annihiler je sais pas, tu viens d'annihiler ton talent offensif, sachant qu'en plus, t'as des joueurs extrêmement vivaces sur les airs. Enfin, ton troisième rideau, LBB, Penaud, Bureau, mais même limite, tu tentes une folie, mec. Tu tentes une folie. Tu mets Bureau 10, tu mets. Attends, qu'est-ce que j'ai en tête? Attends, tu mets Bureau 10, et tu mets LBB et Madoche, et Bamos. Mais ça part. Et tu mets que de la vitesse partout, et basta cosy. Voilà, c'est fou. C'est fou. Enfin bref. Parce que bon. Bon voilà les copains, merci Noé d'être venu. Le but du top 14 de la saison, on le fera avec les deux affreux lundi prochain avec un débrief donc de France-Argentine. C'était un petit bureau un peu particulier, mais merci mon Noé en tout cas d'être venu. Ouais, écoute, trop avec cool. Plaisir, en pleine nuit, comme ça, de venir à chaque fois. Il tient ça va. Non, attends, je peux faire mon bus quand même. Vas-y, fais ton bus de l'année, fais ton bus de l'année. Le mien, alors j'y réfléchis comme ça, hein. Peut-être que j'ai oublié des clubs sur la route. Ceux qui font la fiesta, bien évidemment, les Toulousains, hein, que quand tu utilises autant de joueurs, que tu es aussi dominant, je pense que tu as le droit de fêter un petit peu tout ça. Dans les déçus, l'équipe qui est devant. L'équipe à l'avant. Qui est devant, l'équipe qui défend, une seule qui équipe. déçoit, quoi. Une seule équipe. Je réfléchis. Qu'une seule. Moi j'en ai une. Moi j'ai envie de taper du côté du Racing. Oh putain, j'étais pas loin. Ah ouais? Ah, pour moi, il y en a deux, c'est des grosses déceptions, mais ouais, Racing, après, oui, effectivement, MHR, c'est vrai. Non, moi, j'avais le loup, moi, le loup et le Racing, c'est vraiment pour moi les deux. Ah, mais les gens ils disent non dans le chat, c'est les gens qui disent, c'est pour ça que j'ai dit MHR. Ah ouais, ok. Mais ouais. Non, mais le Racing, ouais, je te rejoins. Le Racing, ça m'a vraiment. C'est impossible d'être à ce niveau-là avec les joueurs que t'annonces. Ouais. Le staff que t'annonces, je ne comprends pas comment ça développe ce jeu-là. Mais au final, l'effectif est pas. Voilà. Tu mets qui à l'arrière? Alors, Toulouse, ouais, t'as mis Toulouse à l'arrière. Toulouse, ouais. Bien sûr, c'est évident. Le pilote. Le pilote. Là, c'est dur sur une saison. Meilleur joueur de la saison? Je mettrai pas Dupont parce que pour moi, il n'y a pas assez de matchs. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attends, je vais répondre à cette question pendant que tu réfléchis. Je pense qu'il y a quand même pas mal de matchs. J'hésite en vrai. Moi j'irais peut-être du côté de Willis. Ouais, Pomme Girl un peu, mais ok. Côté de Willis. Mais en anglais, ça m'embête. Ouais, c'est pas possible en anglais quand même, fais pas le con. Ouais, Dupont, c'est 14 matchs de top 14, 9 titus, 800 minutes. Ok. 6 essais, nul. Pas ouf. Je sais pas, c'est dur de trouver un pilote. Ou sinon, tu vas dans un club un peu secondaire et tu vas du côté style Dati Sogbe ou quoi, tu vois. Ouais. Un mec qui a sorti son épingle du jeu dans un autre club. Verre d'amour.
Ouais, tu vois. Donc, ouais, je vois. Ou Couillou, ouais, Couillou, mais bon, tu parles d'une équipe qui a fait une Bureau, mauvaise Bureau saison. fait une sale saison. Hein. Bureau. Moi, Là c'est dur. Le pilote de la saison, c'est dur. moi En vrai. j'en ai un peut-être un peu. Voilà. Moi, pour moi, le Ah, pilote de la vas-y. saison, celui qui n'était Oula, pas attention, la vie spécialement dramatique invité qui arrive. en début d'année et qui aujourd'hui est quasiment incontournable, c'est Léo Barré. Pour moi, c'est pilote de la saison, genre dans un club qui a été deuxième, voire premier pendant très longtemps. L'acteur de magie qui finalement offre énormément de solutions. Moi, je trouve que Léo Barré, franchement, mec, c'est une révélation de fou cette saison. Et le Stade français Paris, s'ils sont aussi hauts, c'est aussi grâce à lui, tu vois. Donc, Donc pilote du but. Ah, moi, je le mets en pilote, bah, tu vois, en pilote sexy, tu vois. À partir du moment où tu mets Toulouse à l'arrière, parce qu'à un moment donné, tu mets tout le monde en train de faire la fête. Je veux dire, à Toulouse, on peut citer tout le monde. Non mais oui, mais les À Toulousains. partir de ce moment-là, tu vois, genre, voilà. Franchement, moi, joueur de l'année, Léo Barré, il passe de ah, ça va être un bon joueur à ah, bah, excuse-moi, t'es le 15 de l'équipe de France. Tu es le 15 aussi pendant le 6 Nations, tu fais tes premières capes. Et mine de rien, ton équipe, elle arrive en demi, quoi. Et t'es fort. Ouais, Cancorier, je l'entends, Cancorier. Mais je le trouve moins important dans les. Enfin, ouais, je le trouve moins primordial dans un collectif. Je trouve que Barré, il sort plus du collectif, quoi. Voilà. Je comprends. Et puis Rose très fort aussi, le Dain. Bureau très fort, je suis d'accord. Mais moi, j'avoue que la saison avec. Alors oui, c'est le but du top 14, mais le top 14 t'emmène en. C'est pas pour rien que t'es appelé en équipe de France, quoi. Ah, ça c'est sûr, par contre. Malia, la saison de fou. Malia, trop fort, bien évidemment. Malia, trimballé. Ouais, c'est pour ça Allais, que Landis, pilote de la partout. saison, c'est hardcore hein, quand même. Ouais, non, c'est hyper dur. McIntyre, très fort aussi, je suis d'accord avec vous. Mais après, il y a plein de révélations, tu vois. Il y a plein de joueurs qui ont été extrêmement bons. Tu vois, les Simons en début de saison. Simons, moi j'étais trop fan. Voilà, Skelton, bah voilà, il y a une demi-saison, mais quand il est là, c'est bien. Non, voilà, Ah non, moi, moi, c'est un peu bon. je parle du Simons de Clermont. Moi. À pied, moi, je mets Camille Lopez. Après nous avoir autant excité la saison dernière, autant nous décevoir. Et puis le air plaquage reste trop en tête. C'est terrible, quoi. Mais voilà, moi, je mets Lopez à pied. C'est hyper dur, mais c'est parce qu'on l'adore. Je réfléchis, parce que j'aimerais pas dire comme toi, je l'aurais dit, et Lopez aussi. Les joueurs qui ont été vraiment en difficulté. Oh bah, bon, toi, t'as cité le Racing, mais s'il y a Colisy dans la saucisse de l'année. C'est pas. C'est une déception, mais les matchs n'étaient pas honteux, tu vois ce que je veux dire? Oh, ouais, pas fou. Hein. Ouais, pas fou ces matchs quand même. Oui, Bigard, le début de saison de Bigard. Bigard honteux. Ah, Danti, il a un peu traversé la saison un peu. En fait, c'est des mecs qu'on attend à un très haut niveau, tu vois, et qui déçoivent un peu. Après, je vois des Jaminet, je trouve c'est vraiment. Alors, lâchez-lui sa veste parce que Jaminet. Moi, je partirais sur Bigard, moi. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Willem C, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, la descente aux enfers, un peu, hein, le pauvre. J'espère que mentalement ça va, mais parce que c'est vrai que lui, il arrive en équipe de France. Peut-être qu'il prend un rouge dégueu. C'est dur. C'est dur. Antoine Dupont, j'avoue. Ah ouais, j'avoue, Willem C, c'est que 14 matchs en top 14 cette saison. Est-ce qu'on peut parler d'une crise? Peut-être. Ouais, Willem C, c'est dur. Est-ce qu'il a perdu sa place pour Graou? Ouais, c'était complexe. Ouais, bon voilà, je suis d'accord avec vous, les copains. Je suis d'accord avec vous. Écoute, c'est quoi le jeu de rugby que tu as testé? Je vais jouer un jeu fait par Bigant. Faut que t'arrêtes, vraiment, les OP cachés comme ça, c'est... Mec, tu sais ce que je vais faire? Je me dis, mais attends. Je veux dire, moi, tu sais, j'y ai cru en eux. Mais je vais juste montrer pourquoi j'y ai cru en eux. Donc, on va jouer... à Rugby League Live 4. À Rugby League Live 4, exactement. Où il y a du set dessus. C'est un très bon jeu. Et voilà. Et on va jouer à un jeu de rugby, parce qu'on n'en peut plus d'avoir des rugby 25 qui sortent. Ah bah oui, c'est clair. D'ailleurs, les amis, s'il vous plaît, si vous le voyez sur Steam, moi... Temporisé. Moi, j'avoue, toi, t'as un avis très, très trash. Moi, j'ai un avis plus mesuré dans le sens où... Non, on peut pas. Non, mais... Moi, là, c'est vraiment le seul truc où moi, je suis ouvert au débat, sauf sur ça. Où je n'accepte pas l'avis des gens. Écoute, la roadmap. Non, arrêtons de déguster du caca et de dire pourquoi pas, peut-être ça pourrait être bon si on assaisonne, comme j'ai dit en story. On sait jamais. T'as jamais essayé avec du curcuma, ça peut être délicieux. Mais non, mais jamais vraiment, il faut arrêter. Non, mais en gros, actuellement, le jeu est catastrophique. Il est pas jouable. C'est même pas un jeu. C'est même pas un jeu actuellement. Voilà, c'est une espèce de démo payante, pas ouf. Moi, j'ai posé la question. Je me demandais combien d'heures de travail il y a eu dessus, vraiment.
Combien de Mais gens et déjà, combien une d'heures chose est pareil? sûre et Je me demande. certaine, c'est que la date de sortie était septembre, le jeu n'avait pas commencé. Et ça, Ça, c'est c'est évident. une certitude. Et quand Évident. tu vois, il y a énormément d'attitudes qui sont utilisées justement, qui viennent de Rugby League Live. Les plaqueurs, ils reculent à 5 mètres, comme au 13. Des fois, les mecs au sol, ils bougent, comme au 13. Ils ont utilisé des trucs, ils les ont glissés un peu là-dedans. Tout le reste est dramatique. C'est juste, vraiment, c'est juste une Ouais, arnaque. non, là, Et, c'est et actuellement pas jouable. ah non, mais Maintenant, c'est pas jouable. maintenant moi, je suis quelqu'un qui aime avoir de l'espoir. Bon, on part de tellement zéro que je me dis, bah, allez-y, faites un autre jeu. Mais en fait, ils ont déjà créé des jeux. Et donc je me dis, mais utilisez vos putains de bases ou rachetez ce qu'a fait Echo Software sur Rugby 22 parce que le gameplay était ok. Vous preniez, je te jure, les mecs qui prennent ce qu'a fait Echo Software sur le gameplay, ils rajoutent leur mode de jeu, leur licence, leur conneries, leur cosmétique, mais on était déjà content. On était déjà content. Non, mais Putain, ça rend je fou. le trouve. Et le problème, c'est que. Je crois que c'est Riff qui disait ça. Le problème, c'est que bah, les gamers lambda, ils vont tomber sur le jeu, ils vont prendre le jeu, ils vont se dire ah, bah ouais, c'est pas ouf, tu vois. Bah oui, c'est pas ouf. Bah oui, mais il le savait pas. Il a vu toutes les licences top 14, Coupe du Monde, 6 Nations, la NASA, Après, je vais te tout dire, ça. Et voilà. avant Ils se font qu'il avoir, arrive quoi. dans un Leclerc, Carrefour et compagnie en mode Rugby 25, je pense qu'ils vont. Au Ouais, mais. plus tôt, ça sort en décembre. Hein. Ouais, mais Pour ok, mais il y a Noël. quand même des gens qui vont se faire baiser, tu vois ce que je veux Mais dire. on Et sera le là jeu, pour il les sera quand même pas prévenir. bon. On sera là pour les prévenir. Pour le moment, Oui, le mais jeu est bon. dramatique. Ne dépensez Moi, pas vos sache 30 que balles. j'ai reçu des trucs, des menaces pour supprimer mes vidéos et tout. Voilà. Des menaces. Ah bah ouais, ouais. Et des menaces de qui? J'ai fait 500 000 vues pour dire, en disant que Toi, Rugby t'étais 25 c'était de la agressif. merde et En qu'il vrai, fallait pas t'étais l'acheter. agressif. Bah, j'étais aggro, mais en même temps, c'est Mais en logique. vrai, on est frustrés de ouf. T'arrives. Non, mais. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont dit ça va être le jeu le plus révolutionnaire de l'histoire du rugby, on n'aura jamais vu ça, on a toutes les licences. Là, tu vas voir ton cousin, il joue au fin fond de l'Argentine, et ben il aura son visage dans le jeu, c'est incroyable, on a pris tout le monde. Voilà, vous avez fait quoi? On a fait des photos de tous les joueurs, vraiment, on a tous les joueurs. Bah écoutez, moi, ce que je vous propose, Big Ant, vous prenez les photos et vous les donnez, vous les vendez, au pire, faites de l'argent, parce que vous savez faire, ça vous savez faire, prendre de l'argent. Après, en vrai, Bigant, en fait, je me demande, tu vois, la part, donc on rappelle, hein, donc c'est Bigant qui fait le jeu, et après, vous avez un éditeur qui permet donc de vendre le jeu, de dispatcher le jeu un petit peu partout, sur les plateformes, sur les consoles, les mettre dans magasin, donc l'éditer, le mettre sur une galette et le vendre en physique, etc. Et donc ça, c'est Nacon. Et donc, du coup, la part et après, la communication, normalement, elle est orchestrée par Nacon, etc. Bon, bah, là-dessus, Nacon, la communication, je suis désolé, hein, pourtant, moi, j'ai des contacts avec eux, hein, pour être tout à fait transparent. Mais là, la com, moi, de toute façon, tu sais, je t'ai dit, j'ai été invité au Media Day de la présentation de Tour de France et Pro Cycling Manager. Je ne leur ai parlé quasiment que de Rugby 25. Ah ouais, non, mais tu Et m'étonnes. je leur ai dit, mais votre com, elle est dramatique, les gars. Genre, vous ne communiquez sur rien. Après, on comprend parce qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, sur communiquer. Mais, Ah bah oui, là, il n'y a rien à communiquer. Là, l'honnêteté, heureusement qu'ils n'ont pas communiqué. mais en fait, là où nous, on est virulents, c'est qu'on y a cru. Enfin, moi, tu vois, moi, j'ai défendu en disant, écoutez, franchement, Bigant, visuellement, ça sera forcément du jamais vu parce que bah, on a des tonneaux et des trucs un peu bizarres. Mais en fait, oui. Sauf qu'en fait, ils ont fait que des mecs qui font le même physique. Et j'ai envie de péter un câble. En fait, il n'y a pas un gros dans le. C'est un jeu de rugby, il n'y a pas un gros. On est où? On est quoi? Alors moi, si tu veux, là, premier match, il y a ça, effectivement. Si jamais tes joueurs ne sont pas au soleil, ils n'ont pas d'ombre. Aussi, ça, c'est bon. Après, ça, c'est sur un early access, c'est le genre de détails visuels qui peuvent s'arranger. Mais visuellement, ça fait un peu bizarre quand tu joues. Les passes, c'est dramatique. Les animations sont immondes. Les rucks, ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas les règles du rugby de base. C'est-à-dire que moi, je me suis amusé à un moment, je me disais, putain, mais tu sais, tu dois prendre le mec, faire le tour du ruck pour gratter le ballon. Et à un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre le mec et je vais me placer au niveau du 10 adverse en attendant qu'il sorte le ballon. Mais bien vu, je t'ai dit, Bah, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, c'est génial. Non, mais là, c'est fabuleux. Là, actuellement, en fait, genre, moi, je considère pas qu'il y a de jeu pour le moment. En fait, pour moi, c'est pas une sortie, ils n'ont pas sorti le jeu. Mais oui, mais ils font quand même payer 30 € à des gens. Il faut un crowdfunding. Il faut un crowdfunding. Non, oui, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est ça qu'il faut pas bien soutenir, en fait. Bien sûr que c'est relou. C'est ça qui est honteux. Et le jeu sera pas bon. Voilà, il faut. Oui, mais la roadmap. Non, vous inquiétez pas, ils vont faire des trucs, c'est trop bien. Vous allez vous régaler. Mais non, mais le jeu sera en pas vrai, bon. ils ont prévu des trucs. Mais si le gameplay est mais naze ils ont comme prévu, ça, c'est bien. Mais bah, on verra. Comme En je l'ai dit, vrai, on verra. Ça sert à rien de faire ce sera de la merde un peu saupoudrée de quelque chose qui peut donner un goût un peu différent. En vrai, on verra. Moi, le seul espoir que j'ai, c'est que tu vois, donc ils ont développé un jeu de tennis qui s'appelle Tiebreak. Et à la sortie, Tiebreak, c'était pas bon. Mais depuis, ils ont vraiment bossé. Et ils ont changé le gameplay.
Alors, j'ai conscience que c'est sans doute plus simple de coder un seul gonze qui bouge sur un terrain que 15 gonzes, 30 gonzes qui doivent bouger en harmonie. Mais oui, non, mais là. Après, on a trop normalisé le fait qu'ils aient un an de retard aussi et qu'ils nous sortent un early absolument pas commencé. Un an. Non, mais c'est juste que le jeu, en fait, il n'existe pas, en fait. Il n'existe pas. Donc, on va jouer à d'anciens jeux. Ils l'ont vendu à la Coupe du Monde. Ils ont commencé à le vendre à la Coupe du Monde et il était déjà, il était même pas commencé. C'est ça qui est fou, en fait. Et ça que moi je le dénonce, c'est que peut-être effectivement que le jeu deviendra même pas bon, parce que bon, pour moi ça va être compliqué, mais il deviendra jouable. Et il y aura des modes qui vont faire que tu as envie de rester peut-être un petit peu sur le jeu, vas-y, 3 semaines. Écoute, moi j'essaie juste de... Là, j'avoue que j'essaie juste de parler avec des éditeurs de jeux. Je leur demandais comment on fait, les gars. S'il vous plaît, sauvez-nous. Ça prendra peut-être 2 ans, mais moi je réfléchis. Là, j'essaie de... J'avais déjà demandé de savoir un rugby manager combien ça coûterait à créer, tout, etc. Et quand tu pars de zéro, ça coûte quand même. Parce que le match engine, il est dur à créer. Et du coup, je suis en mode putain, j'ai pas encore les fonds, quoi. Si tu me demandes 500 000 €, j'arrive pas à les sortir, quoi. Mais après, mais en vrai, le bon truc que Big Hand peut faire, comme je disais, c'est vendre la base de données à un studio compétent avec tous les visages et les stades, et ce sera bien. Ouais, mais même la base de données, au final, c'est des licences. Donc en fait, t'as payé des licences. Donc en fait, tu peux même pas la vendre. Oui, mais bon, les licences pour pas sortir de jeux jouables. Mais tu peux pas les vendre. Bah non, mais tu le vends pour l'année prochaine quand ils ont plus la licence. Ouais, mais tu peux pas, en fait. C'est-à-dire que les photos qu'ils ont pris, ils ont payé pour prendre ces photos-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils peuvent pas vendre un truc qu'ils ont acheté. Enfin, ils ne possèdent pas l'Afrique du Sud, l'équipe de France, etc. C'est des deals. Qu'ils aillent se faire foutre alors. Voilà. C'est bon. L'argumentaire zéro, tu sais. Écoute, on verra. En tout cas, je vais tester Rugby League Live et 4 et on verra bien. Bah écoute, regarde-toi parce que merci, le jeu, c'était cool. Et bien, ouais, bah merci à toi pour l'invite. Merci bien les copains, on fait des gros bisous bien évidemment. Le petit bureau reviendra dans 1 semaine et cette fois à l'horaire cohérent puisque le petit bureau sera à 18 h le lundi bien sûr. Si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous écoutez en podcast, merci infiniment. C'était un petit bureau un petit peu particulier. On a un dernier truc à dire. France-Belgique. Chrono France-Belgique juste avant. Ouais. Victoire de la France 2-0. 2-1 pour moi. Allez, bisous les amis. Allez, des bisous. Putain, et au moment où la vidéo sort, on a pris 3 Z. Oh la honte. Allez, ciao les potes. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ciao.